Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à Liège au Café Numérique où nous allons parler ce soir d'éducation et d'intelligence artificielle. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà venus au Café Numérique, levez la main. Ah oui, quand même une grosse partie. Donc, je vais quand même la refaire pour ceux qui ne sont pas encore venus, qui ne connaîtraient pas le Café Numérique. Café Numérique Liège existe depuis plus de 10 ans maintenant. On a commencé tout petit, des étages d'établissements, boulevard d'Avroy, rue Souverain-Pont, etc. On était une vingtaine autour d'une table à écouter des orateurs, mais qui étaient déjà des orateurs de qualité. Et puis on a évolué, grandi, jusqu'à arriver aujourd'hui à la Grand Poste où on est tous réunis et on se retrouve une fois par mois maintenant pour évoquer les nouvelles technologies. Le sujet du jour, je l'ai déjà dit, vous l'avez à l'écran, vous êtes inscrit, donc vous le connaissez, c'est réinventer l'éducation avec l'intelligence artificielle. On le sait, ce n'est pas une nouveauté, l'enseignement est bousculé avec les nouvelles technologies. Je prenais l'exemple dernièrement lorsque j'étais à RTC Télé Liège de ce que je faisais déjà quand j'étais en 4e secondaire, donc ça fait quand même plus de 30 ans quasiment, où on s'était servi d'une encyclopédie numérique pour faire un travail de géographie. Donc le numérique et l'éducation, c'est pas bien nouveau. Par contre, l'intelligence artificielle vient un peu bousculer tout ça. Là, le programme, ça va être simple. On a deux orateurs, c'est Sébastien Plas et Pascal Van Grunderbeek. Sébastien Plas est référent digital wallonien pour le numérique et l'enseignement. Pascal Van Grunderbeek, lui, s'occupe du Louvain Learning Lab. Le déroulé de la soirée, c'est nos deux orateurs. On va commencer par Sébastien. Un peu plus d'une demi-heure après, on retrouvera Pascal. On va aussi avoir des sessions de questions-réponses entre les orateurs. Comme ça, si vous avez des questions sur l'exposé, des choses que vous ne comprenez pas, on est au Café Numérique, on est dans une ambiance décontractée entre le bar et la conférence. S'il y a un truc que vous ne captez pas, n'ayez pas peur de lever la main, d'interrompre, et alors on tentera de répondre à votre question. Les deux orateurs, et puis on aura ce qu'on appelle la session des live tweets. Donc live tweets, c'est-à-dire qu'on vous ouvre l'espace, le micro, pour que vous puissiez faire une annonce si vous recherchez quoi que ce soit, annoncer un événement ou une formation diverse et quelconque. Vous aurez le micro à l'issue des présentations. Et puis, pour en terminer, je voudrais remercier les partenaires, à savoir Deuse, qui nous soutient depuis 14 mois maintenant, cette entreprise liégeoise qui a décidé de nous rejoindre. Ce soir également, Éco-Dimension Jean-François Niver, qui va s'occuper de la captation dès à présent, et puis cette Grand Poste magnifique qui nous accueille tous les mois. Voilà, moi j'en ai terminé, donc on va faire la petite transition. Sébastien va prendre place. Cool. Bonsoir. Merci de votre présence. Donc, je me présente en 2 mots, Sébastien Plas. Donc, je suis en effet ambassadeur Digital Wallonia, mais je travaille aussi pour l'entreprise Microsoft. Et donc, c'est mon métier. Je suis responsable du secteur éducation, académie, recherche pour l'entreprise Microsoft pour les pays de la Belgique et du Luxembourg. Avant ça, j'étais référent numérique, à l'époque où ce terme n'existait pas encore. Avant ça, j'étais responsable informatique pour les écoles. Et avant ça, j'étais professeur de sciences. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai un certain vécu de terrain et donc ça me permet de parler avec vous en direct si vous êtes évidemment actif dans le monde de l'enseignement, et je suppose que vous l'êtes si vous êtes ici ce soir. Donc, on peut parler d'égal à égal, c'est là où je voulais simplement en venir. Il y a un petit QR code ici, je le remettrai aussi à la fin de ma présentation. C'est simplement le lien vers tous mes canaux de communication. Donc, si ce que je vais raconter ce soir vous intéresse ou si vous voulez prolonger les discussions, les échanges et pouvoir me contacter directement pour répondre à vos questions, discuter d'éventuels projets ou éclairer certains points qui n'auraient pas été ce soir, vous avez la possibilité de choisir votre canal de communication préféré via ce QR code et je le remonterai également donc sur le slide final. Voilà. Ce soir, je vais vous parler IA et éducation. De quoi parle-t-on? Parce que c'est un peu le problème général ces derniers temps, ces derniers mois, depuis un peu plus d'1 an. C'est que de l'IA, on en voit partout, on en entend partout, tout le monde en parle dans tous les sens, à toutes les sauces, avec plein de termes qui changent un petit peu tout le temps. Tout le monde ne met pas le même sens derrière ces termes. Et donc, je me rends compte qu'on a quand même énormément de confusion autour de ces différentes notions. Et donc, un des buts de ma présentation de ce soir, c'est de vous aider à clarifier, autant que faire se peut, tout ceci.
Voilà, donc je voulais juste revenir sur une timeline assez brève. Donc l'IA générative, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien que ChatGPT, mais on aime prendre cette référence comme technologie, symbole de l'adoption. Et donc ici, vous avez une courbe temporelle assez intéressante qui montre à chaque fois le temps qu'il a fallu pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs sur une technologie spécifique dans l'histoire de l'humanité. C'est une version allégée d'un slide que je présente en général qui est beaucoup plus détaillé. Donc ici, j'ai gardé que 3 technos, c'est les téléphones portables, l'Internet et Facebook. Et à côté de ça, vous voyez la courbe de croissance du nombre d'utilisateurs de ChatGPT. Il n'a fallu que 3 mois à cette technologie comparée à toutes les autres jusqu'à présent pour atteindre ce fameux seuil des 100 millions d'utilisateurs. Je lisais d'ailleurs ce matin dans différentes analyses d'utilisation des technologies en ligne que contrairement à ce qu'on entend et qu'on lit d'ailleurs depuis plusieurs mois, ChatGPT est d'ailleurs toujours en croissance. Je le constatais ce matin dans une analyse assez poussée et je me suis dit tiens c'est intéressant parce que justement quand on lit la presse, quand on écoute un petit peu les informations à ce sujet, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse, mais en fait les chiffres démentent complètement ça, donc c'est plutôt intéressant également à garder en tête. Et donc qui dit une adoption massive et rapide d'une technologie veut dire forcément que dans le monde de l'éducation on va devoir prendre en considération cette nouvelle technologie. Les téléphones portables, on a déjà rencontré cette histoire de l'adoption et on en a vécu l'arrivée dans les écoles, notamment les salles de classe, mais aussi les cours de récréation. L'Internet avait amené également une grande révolution. Tu évoquais en classe de secondaire, il y a un certain temps, on ne va plus rappeler le nombre, avec des encyclopédies en ligne, des Encarta ou autres Universalis, qui n'est d'ailleurs pas en ligne du tout, qui était en CD-ROM à notre époque. Et donc l'Internet, c'est arrivé à peu près au même moment. Et là, on avait la chance, quand on avait un modem 56K qui faisait une jolie musique, pour aller chercher 2-3 informations sur le site d'un passionné pour lequel on pouvait vérifier absolument aucune source. Et Facebook, qui a été une autre évolution, 4 ans et demi seulement pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. Et je me rappelle encore de cette grande question, est-il normal que mes élèves de fin de primaire ou de début de secondaire aient déjà un compte Facebook ? Vous voyez, donc, tout ça pour dire qu'il n'y a rien à faire, il y a une porosité entre le monde autour de nous et l'intérieur de nos salles de classe et de nos écoles. Et que donc vouloir se voiler la face et nier l'existence même du phénomène de l'IA générative, c'est foncer droit dans le mur. Là encore, c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré dans l'histoire de l'enseignement de notre pays, mais c'est un autre débat. Et donc ici, vous avez une analyse assez intéressante qui vient du Work Trend Index de Microsoft. Donc le Work Trend Index, c'est une grande enquête qu'on réalise. Alors parfois, on l'a fait plusieurs années de suite. Parfois, il y a un laps de temps un peu plus long entre 2 enquêtes. Et donc, c'est distribué à l'ensemble des clients de l'entreprise Microsoft partout dans le monde. Et ces Work Trend Index, ils visent à essayer de glaner de l'information et des statistiques fiables sur l'utilisation des technologies et les projections d'utilisation de ces technologies par les utilisateurs finaux. Autrement dit, vraiment par les gens qui vont mettre les mains sur le clavier pour les utiliser, pour pouvoir exprimer leurs idées par rapport à ça. Et donc, on constate dans le Work Trend Index de 2023, qui commence à dater quand même un petit peu, mais il reste assez intéressant, que 72% des professionnels qui ont répondu à ces enquêtes estimaient avoir du mal à trouver le temps pour exécuter leurs tâches. Et quand j'ai lu ça, je me suis tout de suite rappelé le temps où j'étais prof. Parce qu'on n'a jamais le temps de rien dans une école. Quand on est directeur, c'est encore pire. Quel que soit le rôle, je pense, dans un système éducationnel, gagner du temps, c'est une denrée vitale. 77% des personnes sondées estimaient à ce moment-là qu'elles utiliseraient l'IA si ça leur permettait de maintenir un certain niveau d'énergie, énergie mentale, énergie psychologique, énergie physiologique dans l'exécution de leur métier. Mais 56% évidemment craignaient que devoir adopter de l'IA dans leur métier nécessite une courbe d'apprentissage plutôt rude. Et donc, on ne va pas leur donner tort sur ce point. Toute nouveauté demande de l'apprentissage, demande de s'y investir en temps et en énergie. Mais par rapport à ça, et je l'espère avec ce que je vais vous montrer, on va pouvoir se rendre compte qu'on peut lisser quand même assez considérablement cette courbe-là. Alors, 82% des directions sondées affirment que leurs employés auront besoin de maîtriser des compétences dans l'IA dans les années qui viennent. De nouveau, c'est de l'avis qu'on demande à des managers et des directions d'institutions ou d'entreprises. Et ici, sur la deuxième partie du slide, vous avez les 7 compétences fondamentales qui sont ressorties, donc le top 7 des compétences évoquées comme nécessaires et suffisantes pour pouvoir manipuler de l'intelligence artificielle dans son métier.
Et de nouveau, en analysant ce rapport, j'étais agréablement surpris. Parce que si j'observe les 5 ou 6 premières colonnes, j'ai fait un constat assez intéressant. Jugement analytique, flexibilité, intelligence émotionnelle, évaluation créative et curiosité intellectuelle. Si je ne m'arrête qu'à cela, vous devez, j'espère en tout cas, constater certaines similarités avec les compétences de base du métier d'enseignant. C'est les compétences fondamentales. C'est juste qu'à aucun moment de la formation initiale des enseignants actuellement, on évoque ces compétences. On ne les formalise pas, on ne les verbalise pas, mais elles font partie du cœur du métier. Jugement analytique, on demande quand même aux enseignants d'évaluer systématiquement des étudiants et des étudiantes, de faire de l'analyse selon différents axes, selon différentes compétences. De la flexibilité, on l'évoquait en préambule, il en faut quand même énormément pour pouvoir exécuter tout ce qui est attendu de la tâche de l'enseignant ou de l'enseignante actuellement. De l'intelligence émotionnelle, elle est évidemment mobilisée en permanence dans les échanges avec les élèves, les étudiants, les étudiantes, les parents d'élèves, les collègues, etc. etc. C'est un métier très social, l'éducation. L'évaluation créative, forcément, il faut de la créativité et il faut de l'évaluation dans l'enseignement. Et dans ce métier, c'est un des rares où ces deux compétences sont mixées entre elles, sont mélangées entre elles. Curiosité intellectuelle, j'ose espérer en tout cas que les personnes qui sont tournées dans la carrière, vers la carrière d'enseignant aujourd'hui ont un minimum cette curiosité intellectuelle et c'est ça sans doute normalement qui les a poussés vers ce métier. Et donc à ce niveau-là, vous voyez, on est dans un terreau au final plutôt fertile pour une fois sur ce côté adoption des nouvelles technologies par rapport à l'IA. Nous restent malgré tout les 2 dernières colonnes. L'avant-dernière s'appelle détection et traitement des biais. Donc ça signifie de manière assez simple, qu'on doit mobiliser l'esprit critique. C'est-à-dire, on doit être critique vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de nos propres biais, mais aussi vis-à-vis des biais informationnels, des sources qu'on va collecter. Et donc, ici, l'IA peut être un moteur intéressant pour développer ces compétences de réflexivité par rapport à soi-même, sur les biais, dans le métier d'enseignant. Parce que jusqu'à présent, c'est peut-être quelque chose sur lequel il y a encore un gap, il y a encore un manque dans vraiment la formation. C'est qu'à aucun moment non plus des parcours de formation initiale, on va retrouver cette mise en avant de comment sélectionner les sources d'informations fiables, comment également détecter mes propres biais comportementaux, mes propres biais pédagogiques. On évoque ça évidemment dans les cours de psychopéda avec des grands exemples, mais dans la mise en pratique et surtout dans une actualisation plus contemporaine de l'apparition de ces nouveaux biais, là je trouve personnellement qu'il y a encore quand même pas mal de marge à couvrir. Et le dernier point, les 21%, c'est la délégation à l'IA. Autrement dit, ce qu'on traduit en français selon l'Académie française par le mot « invite » et ce que tout le monde appelle dans la vie de tous les jours un prompt. Autrement dit, comment on parle avec de l'IA générative, avec des robots conversationnels sous différentes formes, pour leur faire exécuter les tâches que l'on souhaite les voir exécuter. Et donc, voilà un horizon assez intéressant de compétences potentiellement à développer. Alors ici, ce slide, c'est une illustration que je voulais faire de comment l'IA générative peut être mise en mobilisation directe dans l'apprentissage. Donc ici, c'est une technologie qu'on a développée, Microsoft, depuis déjà 6 ans, qui s'appelle lecteur immersif. C'est de l'IA générative, en fait, qui va analyser l'ensemble du texte d'un document et permettre à n'importe quel apprenant ou apprenante, en fonction de ses besoins spécifiques, de réinterpréter intégralement le texte dans une interface qui lui est propre et alignée sur ses besoins. Si je suis dyslexique, dyscalculique, dyspraxique, si j'ai des troubles de l'attention, si j'ai des troubles de la vision, si j'ai des troubles de l'audition, eh bien, je peux, voyez, adapter le texte, augmenter la police, normaliser l'ensemble du texte. Je peux mettre en évidence les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes avec des codes couleurs, avec des étiquettes. Je peux également cliquer sur les mots pour obtenir des informations complémentaires. Je peux avoir une aide à la concentration avec cette petite ligne de focus qui va venir soutenir ma lecture dans le texte et que je vais pouvoir faire naviguer pour isoler le reste de l'écran et pouvoir me concentrer véritablement sur les contenus. Vous voyez, quand je clique sur un mot, alors là on ne l'entendra pas, et je pouvais le faire prononcer à voix haute. Je cliquais sur un autre mot, j'obtenais des images. Alors ici, j'utilise cette technologie pour activer ce qui s'appelle le coach en lecture. Donc j'appuie sur le petit micro en bas de l'écran, je vais lire le texte ici en direct, et l'IA va écouter en fait ce que je dis. Et à partir de là, elle sort un petit rapport qu'on a vu apparaître rapidement avec mes statistiques de lecture, ma vitesse, mon nombre de mots par minute, les mauvaises prononciations que j'ai faites. Et ici, elle me propose une série de mots à reprononcer face de nouveau au micro, basé sur les mauvaises prononciations que j'ai faites dans la lecture initiale.
Donc c'est vraiment un coach d'apprentissage. Alors on peut de nouveau segmenter, colorer et illustrer les termes. Et donc l'ensemble de ces statistiques, soit je peux les garder pour moi en tant qu'élève, soit elles peuvent être partagées éventuellement avec mon professeur qui va du coup pouvoir collecter ces statistiques pour l'ensemble d'une classe et tirer différents patterns en fonction de l'évolution des capacités en lecture de son groupe. Donc voilà, ça c'est un exemple que je trouvais assez intéressant de vous partager parce que c'est purement de l'IA générative, mais qu'on mobilise déjà depuis de nombreuses années. Alors il y a 6 ans, l'outil n'était pas encore comme ça, hein. On a rajouté de nouvelles fonctions, on l'a amélioré, mais ça n'a rien à voir avec un ChatGPT. Donc c'est vraiment pour vous illustrer qu'il faut se sortir de la tête que l'IA générative, c'est juste de poser des questions sur comment faire une recette avec les fonds de frigo à ChatGPT. On peut mobiliser des choses beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus pertinentes, et même dans une certaine mesure beaucoup plus utiles, sous une autre forme, avec une autre interface et d'autres interactions possibles. D'ailleurs, chez Microsoft, on a développé la mobilisation de l'intelligence artificielle selon 6 axes: la lecture, les mathématiques, le bien-être psycho-émotionnel, les capacités d'expression orale, la recherche d'informations factuelles et ce qu'on appelle les insights, qui sont en fait les fameuses statistiques. Et notre idée, c'est d'arriver à mobiliser l'IA générative pour aider les élèves et les professeurs à monter en compétences plus rapidement sur ce qu'on appelle les fondamentaux de l'apprentissage qui sont représentés ici. Alors, ici, vous avez un deuxième exemple. C'est l'apprentissage de la lecture. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait avoir une interface adaptée en fonction des besoins spécifiques des élèves, mais on met également cette même technologie à disposition des professeurs. Donc ici, j'ai joué le rôle d'un professeur qui va envoyer un texte à lire à l'ensemble de ses élèves. Chaque élève reçoit le texte, va allumer le micro ou la caméra de son appareil, et l'enregistrement qui est fait est directement renvoyé au professeur. Et le professeur reçoit un rapport de ce type. Donc automatiquement, la lecture de chaque élève est retranscrite. Automatiquement, il y a des colorations dans le texte qui sont faites sur les mauvaises prononciations, les mots manquants, les mots bégayés, les mots répétés, les mots oubliés. Voyez ? Et le professeur peut évidemment corriger manuellement le rapport, ajouter certaines choses qui auraient été omises par la machine. Mais l'idée, c'est de pouvoir automatiser dans des processus des tâches relativement rébarbatives pour finalement amener la valeur humaine et la valeur pédagogique de l'enseignant, à savoir, on analyse le rapport, on regarde un petit peu les statistiques et on va proposer à l'élève des activités sur mesure pour pouvoir pallier à ses éventuelles carences. Voyez ? Parce qu'on ne va pas se mentir, une activité de lecture, quand vous devez la faire 25 fois de suite avec le même texte, en tête-à-tête, avec 25 enfants, quand c'est à la maison avec le sien une fois, ça va. Quand vous devez répéter ça 25 fois, 5 fois par semaine, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué psychologiquement et au niveau de la charge de travail. Et donc ici, vous avez une piste proposée de comment on peut également utiliser de l'IA générative avec ces différents concepts. Ici, c'est un autre exemple assez similaire pour, par exemple, l'apprentissage des langues. On imagine, je suis prof d'anglais et je veux donner des textes à lire à mes élèves. La méthodologie habituelle, c'est je vais aller chercher un texte sympa et je vais donner le même texte à lire à tous mes élèves. Et puis l'année d'après, j'ai un autre groupe d'élèves et ils ont déjà reçu copie des anciens, ils savent déjà tous les textes que je vais donner à lire. Donc je dois aller en chercher des nouveaux, mais une année sur deux, je n'ai pas l'énergie ou pas l'envie de le faire. Et donc voilà, mon cours, je ne peux pas le faire évoluer aussi vite que j'ai d'élèves, c'est pas possible. Ici, l'IA générative, elle est mobilisée selon un scénario assez simple. Je suis le prof, je vais demander à l'IA de me générer un texte inédit pour chaque élève. Je vais lui donner un nombre de mots que je veux dans le texte, un niveau de difficulté. Je lui donne des informations sur l'âge moyen de mes élèves ou leur niveau scolaire. Je choisis la langue. Je choisis également quelques mots-clés de challenge au niveau des prononciations en fonction du thème que j'ai donné. Et l'IA génère l'ensemble du texte et va pouvoir le distribuer à chacun de mes élèves. Je gagne du temps. Et j'ai des textes qui sont tout à fait cohérents, avec un narratif simple, qui vise simplement une chose, pas d'écrire le meilleur roman, pas de vendre des super bouquins sur Amazon au niveau du store des e-books, mais simplement de pouvoir innover facilement sur des textes de lecture et apporter un petit peu de variété. Donc voilà, ça c'est une autre manière, vous voyez, de mobiliser de l'IA générative de manière un petit peu plus, je dirais, transversale. Alors évidemment, on utilise aussi l'IA générative dans d'autres domaines que la lecture et les langues, on a les mathématiques. Là, ça fait également quelques années, ça fait également 5 ou 6 ans qu'on a sorti une application d'IA qui s'appelle MathSolver, ou résoluteur mathématique en français.
L'idée, c'est que c'est une petite application, vous pouvez la mettre sur votre smartphone, vous pouvez la mettre sur une tablette, vous pouvez l'ouvrir sur un PC aussi, hein, c'est un site internet. Et en fait, vous prenez en photo un calcul, et le calcul est retranscrit, et ensuite le système va vous proposer d'expliquer la résolution de ce calcul en étape par étape. Il va également vous proposer ensuite des questionnaires à choix multiples d'exercices sur des calculs de niveau similaire pour vous entraîner à les résoudre. Il vous dira si vos réponses sont justes ou pas, et il peut même aller chercher sur Internet des liens vers des vidéos, YouTube ou d'autres sources publiques corrélées avec ce type de résolution d'exercices mathématiques. Alors, on a évidemment aussi amélioré cette solution avec le temps, puisque maintenant on l'appelle progrès en mathématiques, et elle vise différents axes comme l'inclusion by design dans l'apprentissage, un coaching en temps réel proposé au niveau de l'axe des élèves, et au niveau des professeurs, deux visées principales qui sont le gain de temps et finalement de l'information collectable et mesurable pour l'ensemble de mes élèves. Parce que là encore, on évoquait le fait de devoir enchaîner des corrections multiples sur papier d'exercices, nous donne quand même cérébralement assez peu la possibilité de faire de l'analyse transverse au niveau d'un groupe ou d'avoir un véritable suivi à l'instant T de chaque élève. Parce que juste notre cerveau n'est pas capable de gérer un flux d'informations aussi dense. Et donc, ça peut prendre, par exemple, cette apparence de créateur d'exercices. Là, c'est le tableau de bord du professeur qui va demander la génération de calculs d'équations linéaires selon différents paramètres. Et là, on retrouve un petit peu l'animation que je vous ai montrée sur l'apprentissage des langues. C'est un peu une transposition, mais dans le domaine des mathématiques. Le prof donne les consignes, le système d'IA va générer des calculs, le professeur va sélectionner quels calculs et opérations il veut dans la session d'exercice ou l'évaluation à envoyer aux élèves. Et à partir de là, une fois qu'il a fait sa petite sélection, il peut envoyer. De là, il va recevoir les statistiques de résolution de ses élèves, le taux de pourcentage, par exemple, de réussite sur l'ensemble des exercices, la moyenne du groupe. Mais également, plus intéressant, il va y avoir une détection automatique par l'IA des concepts mal compris dans le programme mathématique. Donc ici, par exemple, les opérations de base ou les valeurs négatives ont été repérées par l'IA dans l'ensemble de la classe comme des notions qui ne sont pas tout à fait claires. Et donc l'IA propose cette liste au professeur qui va du coup pouvoir se baser là-dessus, soit pour créer des exercices dédiés pour essayer de combler ce manque au niveau des élèves, soit pouvoir simplement proposer une leçon classique en classe pour essayer de réactiver un petit peu certaines choses mal comprises ou dormantes. Voilà, évidemment, l'IA peut générer des graphiques, l'IA peut soutenir comme ça pas mal de choses au niveau génératif. Et là aussi, c'est assez intéressant parce que ça nous fait gagner du temps et ça fait gagner beaucoup de temps aux élèves pour se concentrer sur les fondamentaux qui sont les apprentissages. Juste une petite synthèse, je vais balayer assez vite sur comment nous, chez Microsoft, on visualise l'articulation des différentes compétences et comment on peut mobiliser l'IA dans ces différentes compétences en fonction du rôle, en fonction du type de compétences, et on place un socle fondamental là en dessous qui s'appelle Education Insights. Autrement dit, on estime qu'un des grands manques dans notre système éducatif actuel, ici en tout cas en Belgique francophone, c'est qu'on a un monceau de données extrêmement fertiles sur l'apprentissage de l'ensemble de nos élèves, et soit ces données, on les laisse complètement de côté, on les ignore, soit elles sont là, on les a, mais on ne sait pas du tout quoi en faire. Et donc ici, c'est vraiment l'idée, c'est de se dire, voilà, toutes ces données ont une importance et ont une utilisation concrète qui peut servir à améliorer le système fondamental de l'apprentissage. Donc ici, vous avez beaucoup parlé d'accélérateur d'apprentissage avec l'IA, mais nous, chez Microsoft, on investit dans l'IA au sens très très large. Et donc, on a développé depuis quelques mois déjà une technologie qui s'appelle Copilot. Je pense que vous avez sans doute entendu parler un petit peu, Et donc ici, pour cette deuxième partie, je vais me concentrer sur finalement c'est quoi ces copilotes que Microsoft a sortis, à quoi servent ces machins et comment est-ce qu'on peut les utiliser justement dans le monde de l'enseignement. Okay, histoire de vous montrer cette fois-ci plutôt des outils plutôt que des mises en application. Alors ici, c'est le Copilot pour le web, donc qui est un site web, copilot.microsoft.com, que n'importe quel prof en Belgique francophone, ou en Belgique tout court d'ailleurs, ou au Luxembourg, peut utiliser. C'est gratuit, il faut juste que son école lui ait donné accès à un compte gratuit de Microsoft pour l'éducation.
Ici, je me suis connecté avec le compte de mon école et je vais demander au robot de me rédiger une liste d'objectifs sur donc la biodiversité dans les écosystèmes pour un cours de biologie que je veux réaliser. Il me fait une proposition et je lui demande du coup de me reconstruire cette liste, mais sur base des compétences selon les normes ISTE, c'est les normes internationales d'apprentissage des compétences au niveau mondial. Et du coup, le robot va me les reformuler. Puis je lui dis, ouais, c'est pas mal, donc fais-moi un plan de leçon avec les 5 standards ISTE que tu as listés et génère-moi une série d'images qui pourront me servir à illustrer mes slides ou la couverture de mon cours ou certains concepts. Je peux ensuite également ouvrir des fichiers PDF dans ce robot. Il est lecteur de PDF, donc là je peux ouvrir ce qui pourrait être, imaginons, un référentiel de compétences, téléchargé sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et je pourrais lui demander de me le synthétiser. Je pourrais lui demander de me créer des questions de compréhension sur certaines notions du document si c'est un PDF de cours. Je pourrais en fait faire parler littéralement les fichiers PDF sous quelque forme que ce soit. Alors ici, c'est le même exemple, mais simplement pour montrer qu'on peut faire également parler n'importe quel site internet. Donc l'idée de ce robot, c'est, voyez, de pouvoir mobiliser des opérations que vous lui demandez d'effectuer, mais de manière vraiment très transversale et en étant évidemment connecté à Internet. Vous avez également constaté qu'à chaque étape de cette petite démonstration, en dessous de chaque réponse du robot, il y avait des petites pastilles numérotées avec des URL. C'est-à-dire que ce robot, contrairement à ChatGPT ou autre équivalent, il va systématiquement sourcer ces informations. Il va vous préciser soit quel site internet il a consulté pour construire sa réponse, soit s'il a répondu uniquement à partir des connaissances de son modèle, quel site internet il estime intéressant pour vous d'aller consulter pour élargir finalement la consultation d'informations autour du topic que vous avez sélectionné. Et ça, c'est également quelque chose d'assez intéressant. Alors si on veut aller un petit peu plus loin, voilà. Copilot, donc ici je vous ai montré le Copilot Web et Edge, celui avec le logo bleu que vous voyez là-bas. Donc celui-là, je l'ai dit, les écoles peuvent le mobiliser sans aucun investissement. Et nous, Microsoft, on propose d'autres choses autour de ça. Donc on a le Copilot Microsoft 365, je ne vais pas vraiment développer aujourd'hui, mais globalement, on apporte ces agents d'IA sous forme d'assistants dans un Word, dans un Excel, dans un PowerPoint. Mais l'essence même du concept du Copilot 365, c'est surtout d'être capable de faire parler les données de l'ensemble d'une école. C'est-à-dire que quand vous échangez des fichiers avec vos collègues, quand vous travaillez des documents ou des ressources avec vos élèves, eh bien vous déposez tous ces fichiers dans le cloud. Et l'idée de Copilot 365, c'est essentiellement de pouvoir faire parler l'ensemble de ces fichiers et ressources directement. Un exemple concret, vous avez peut-être des collègues qui ont échangé des ressources sur des objectifs d'un cours. Eh bien, vous pourriez dire au Copilot 365, construis-moi une leçon en te basant sur tel document qui sont présents dans le Teams, dans le OneDrive, dans l'espace SharePoint, que sais-je, de l'école. Et donc, la valeur ajoutée du Copilot 365, elle va se situer là, sur cette capacité à pouvoir faire parler les données propres d'une institution et pas les connaissances d'un Internet d'une certaine époque ou du cache d'un moteur de recherche qui peut aller chercher ces différentes informations en direct. Mais là où on a aussi deux outils extrêmement puissants pour le monde de l'éducation, c'est le Copilot Studio et l'Azure AI Studio. Donc ces composants qui s'appellent Studio, on va les distinguer, je les ai appelés outils, là où les autres, au-dessus, je les ai appelés produits. Ce que j'ai défini ici sur le slide par produit, c'est la notion de quelque chose qui est directement utilisable par l'utilisateur final, c'est-à-dire le prof dans la classe, l'élève, la direction, le pôle administratif. Donc, ce sont des outils clés sur porte. Je me connecte dessus, je les ouvre, je travaille, ça fait le boulot, je suis heureux, je suis heureuse. Okay ? Dans la notion d'outils, c'est différent. C'est des sortes de kits, un meuble Ikea à démonter, qu'on fournit aux institutions et qui vont pouvoir alors assembler elles-mêmes les composants de leurs propres agents d'intelligence artificielle en fonction de leurs données et en fonction de leurs besoins. Autrement dit, au lieu de devoir se caler sur des outils préfabriqués, on donne ici la possibilité de créer du sur-mesure. Et ça, je vais également vous l'illustrer. Juste avant, je vais vous montrer un exemple du Copilot 365 appliqué dans la vie
d'un professeur. Donc là, j'ai imaginé une journée de Aline, professeur dans une école, on pourrait dire secondaire ou primaire, peu importe. Hein. Donc à 8 heures, voilà, Aline commence sa journée, elle prend un café et elle doit commencer à consulter tous les mails de la veille qu'elle n'a pas eu le temps de lire, ainsi que ses conversations Teams. Ben là, du coup, elle peut demander à un copilote, Microsoft Copilot, de résumer l'ensemble de ses emails sous forme d'une synthèse et de mettre en avant les principales tâches à effectuer en fonction des niveaux d'urgence qui ont été évoqués dans les mails ou les messages de la veille et qu'elle n'a pas eu le temps de traiter. Le copilote va pouvoir réaliser cette synthèse. Ensuite, elle peut ouvrir son Outlook et, en dehors du récapitulatif des mails, elle va pouvoir lui demander de rédiger, avec un ton professionnel, un email de réponse aux parents de Kevin, parce que Kevin a encore fait le con, passez-moi l'expression, hein, c'est bien connu. Et donc, voilà, il va falloir discuter avec les parents et prendre rendez-vous. Et également, elle peut demander à l'Outlook de rédiger un message pour une collègue en lui rappelant qu'elle partagera les fichiers qu'elle lui a demandé la veille dès ce soir. Puis ensuite, Aline va, par exemple, aller en classe et ouvrir son ordinateur sans rien faire d'autre que donner cours de manière très classique. C'est juste qu'elle va ouvrir Teams et lancer l'enregistrement vocal de la session. Comme si elle faisait un webinaire, mais sans caméra. Juste, elle pose son PC comme je le fais là, elle ouvre le micro et elle parle. Teams va écouter l'ensemble de ce qu'elle dit durant la leçon et, grâce au copilote dans Teams, tout ce qu'elle va expliquer durant le cours va être noté dans une synthèse. Synthèse qu'elle pourra ensuite demander d'envoyer aux élèves sous forme d'un message Teams, d'une publication ou d'un email, avec les points importants de la leçon du jour, les actions qu'elle a demandé d'effectuer, etc., etc. Vous voyez, on est dans de l'automatisation des tâches qui sont plutôt, je dirais, administratives. Alors ensuite, Aline a prévu quand même de faire un webinaire parce que sa classe est jumelée avec une classe en Angleterre pour les échanges linguistiques. Et donc du coup, elle va demander à son copilote dans Word de rédiger une synthèse en décrivant les grandes étapes de l'histoire de Belgique en utilisant typiquement un document déjà existant de sa collègue prof d'histoire. Comme ça, le robot va juste se baser sur ce document et faire une version simplifiée à destination d'élèves anglophones. Puis tant qu'à faire, elle va ouvrir son PowerPoint et demander à son copilote dans PowerPoint de transformer le document généré en un deck de présentation. Ce sera quand même plus commode pour le présenter durant le webinaire à la classe. Et donc le copilote PowerPoint va ajouter une image et créer la présentation. À 14 h, c'est l'heure du webinaire. Et du coup, elle va demander au copilote dans Teams de vérifier dans l'enregistrement du webinaire si toutes les questions qui avaient été posées par les élèves de la classe d'Angleterre ont obtenu réponse. Et si pas, de fournir les réponses pour rédiger un rapport qu'elle enverra ensuite à ce groupe. Mais elle peut également demander qui a répondu éventuellement aux questions pendant l'échange pour voir quels élèves de sa classe ont été actifs. Voyez ? Enfin, 17 h, tout doucement la fin de journée, elle va rouvrir le copilote dans Outlook, elle va résumer le fil des emails qu'elle n'a pas su lire pendant qu'elle était en train de bosser, elle va demander de répondre à un message en néerlandais pour des échanges de bonnes pratiques avec une classe de Flandre, elle va demander de rédiger des brouillons d'emails pour planifier l'envoi de son message pour inviter les parents à la réunion de parents de la semaine suivante, souligner également aux parents d'Aziza à quel point elle fait des progrès et qu'elle en parlera en détail en utilisant un ton formel et concis. Donc vous voyez des exemples d'actions, de comment on peut mobiliser également de l'IA dans le métier d'enseignant. Alors, je vais avancer pour respecter le timing. Et donc, avant de vous montrer la création d'un robot sur mesure, je voulais revenir sur une petite notion. Ça s'appelle les ciseaux d'Herbert Simon. Donc, c'est une notion qui date de 1970, mais plus spécifiquement même de 1990, dans le livre Invariant du comportement humain d'Herbert Simon. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu mieux comment on peut utiliser l'IA générative dans notre contexte éducatif. Herbert Simon aimait à comparer finalement les systèmes ici IA avec le comportement rationnel du cerveau humain. Donc dans notre fonctionnement du cerveau humain, on a besoin de deux axes autour d'un, de deux lames autour d'un axe plus spécifiquement pour pouvoir traiter une information. Il y a ce qu'on appelle la lame cognitive et la lame contextuelle. Autrement dit, il y a tout ce que mon cerveau a appris, il y a tout ce que je sais, tout ce qui m'a été inculqué, mais je dois à chaque fois que je prends une décision et que je me mets en action, mobiliser cette masse de connaissances et d'éléments inculqués avec la situation et le contexte qui me fait face. Vous voyez, c'est toujours une combinaison des deux. Et donc, quand on fait de l'IA générative et qu'on construit des robots de ce type, c'est exactement le même principe. À savoir que une IA générative, elle a été entraînée en effet avec plein de données. Si on prend le GPT par exemple, il a été entraîné avec des données du web jusqu'à une certaine époque, différentes ressources bibliographiques, médias, etc., etc., etc. Mais
on peut tout à fait séparer les choses. Et donc le modèle cognitif, le cerveau virtuel en quelque sorte des robots du modèle GPT tels qu'ils ont été entraînés avec cette masse de données, on peut les séparer des données. C'est-à-dire on peut les faire fonctionner sans avoir besoin d'utiliser l'ensemble des données qui lui ont servi à apprendre. On peut décorréler. Et à partir de là, je peux donc utiliser les capacités du modèle cognitif apprises d'un GPT, par exemple, sur un set de données, sur un paquet d'informations que moi je lui fournis. Autrement dit, j'ai une machine qui a des capacités d'expression super entraînées, mais qui a un cerveau de connaissance, au départ, de zéro. Il ne sait rien. Et donc, c'est moi qui vais devoir remplir son cerveau de connaissance. C'est moi qui vais fournir la lame des données, la lame cognitive, pour pouvoir faire fonctionner le modèle d'articulation. On va mettre ça en application. Et donc ici, je vais vous montrer le fameux Copilot Studio. Donc ici, je suis connecté sur cet outil que je vous ai évoqué tout à l'heure, une interface assez simple. Et globalement, je vais l'animer dans un instant, dans la colonne ici, vous avez le robot que j'ai créé. Dans la colonne de droite, vous avez l'interface qui m'a été nécessaire pour créer ce robot. Ce n'est pas très compliqué en fait. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? En haut, vous voyez que j'ai utilisé comme connaissance du robot que je vais construire et animer devant vous, un site internet. Je lui ai dit, je veux que tu utilises uniquement les informations du site wikipedia.fr. Donc la partie francophone de l'encyclopédie Wikipédia. Rien d'autre sur le web ne te sera accessible. Ensuite, en dessous, j'ai importé un fichier PDF de 1,04 mégas, qui est un cours d'histoire de 5e secondaire consacré aux guerres napoléoniennes. C'est un très bon cours parce que je l'ai demandé à mon frère, prof d'histoire, en 5e et 6e secondaire. On aime bien l'enseignement dans la famille. Et donc, j'ai demandé de me filer ce cours et je l'ai uploadé. Donc, mon robot ne possède que 2 sources de données. Il ne sait rien d'autre, absolument rien d'autre. Et on va voir ce que ça donne. Donc ici, je vais parler à mon assistant en histoire, c'est le petit nom que je lui ai donné, et je vais lui demander en quoi la bataille de Waterloo a changé le cours de l'histoire européenne. Je lui laisse quelques secondes pour processer la question. Et à partir de là, il va donc consulter ces 2 sources de données pour me répondre. Et voyez que chaque élément de réponse est légendé par un chiffre 1 ou un chiffre 2 qui correspondent aux parties d'informations qu'il a été chercher sur Wikipédia, sur la page « Bataille de Waterloo ». Et les chiffres numéro 2 sont des informations qu'il a été puisées dans le PDF de cours de mon frère. Et donc, ici, on a, je trouve, une illustration presque parfaite de comment on peut mobiliser de l'IA générative dans le monde de l'enseignement. On peut donc actuellement, grâce à ces nouvelles technologies, voyez, créer des assistants dédiés pour à peu près tous les scénarios qu'on veut. On veut un assistant en cours d'histoire, on le crée comme ça en quelques minutes. On le veut pour un cours de sciences ou de biologie, de mathématiques. On veut un assistant administratif pour répondre aux questions des inscriptions dans l'école pour notre institution, particulièrement si on est en période d'inscription. On veut un assistant pour répondre aux questions de ressources humaines au niveau de l'école, un secrétariat de direction, réglementation, engagement, ancienneté. On veut un assistant pédagogique à qui on a fait manger uniquement tous les socles de compétences. Il va pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose dessus. Vous voyez, on est sur des robots ultra spécialisés qui sont non généralistes. Et c'est ça que je veux vraiment que vous essayiez de retenir, c'est que l'IA générative, depuis plus d'1 an et demi, on nous l'apporte sur un plateau avec des modèles justement génératifs mais ultra généralistes, c'est-à-dire un peu des monsieur je sais tout mais qui ne sont spécialistes de rien. Là où on est maintenant à un moment clé où on peut arriver à exactement l'inverse, c'est-à-dire des robots qui, si on leur demande, si je demande à ce robot quelle est la météo actuellement sur Liège, il va juste me dire je suis désolé, je ne peux pas répondre à votre question. Et là on peut le programmer pour par exemple voulez-vous contacter le professeur machin ou voulez-vous contacter le service administratif. Donc il va passer le relais. Mais dès qu'il n'a pas une information disponible dans sa source de données, hop, il passe la main. Voilà. Et donc, pour conclure, voilà l'interface qui permet de créer ces fameux robots, elle s'appelle Copilot Studio. Et si parmi vous, il y a des gens qui ont des profils peut-être un petit peu plus techniques ou qui ont des curiosités pour aller plus loin dans l'IA, on propose une version plus large de ces interfaces de création qui s'appelle Azure AI Studio. Et là, en 2 mots, pour conclure vraiment, c'est un catalogue
que nous fournissons, nous, Microsoft, aux institutions qui souhaitent développer des robots d'IA génératifs, avec plus de 100 000 modèles. Pas seulement les modèles de Microsoft, pas seulement les modèles d'OpenAI, vous avez des modèles de Meta, vous avez Hugging Face, vous avez Mistral AI, vous avez Llama, bref. Ce sont en fait des modèles d'apprentissage d'IA développés par plein de compagnies, open source, privées, il y a un catalogue énorme, et on peut simplement en quelques clics déployer ces systèmes sur Internet dans le cloud pour pouvoir construire alors des robots encore plus pointus, précis, voire polyvalents que celui que je vous ai montré à l'instant avec le Copilot Studio. On est vraiment dans des versions professionnelles ici de développement, mais qui correspondent également à pas mal de besoins. Ici, donc, dans le deck qui sera partageable par l'intermédiaire du portail du site de Café Numérique, je vous ai épinglé plein de ressources cliquables disponibles pour apprendre plus sur l'IA générative dans l'enseignement et la formation. Alors, il y a pour différents profils, vous voyez, j'ai classé par catégorie. Je vous laisserai, si vous en avez la curiosité, aller les explorer vous-même. Et comme je l'avais dit en introduction, voilà, si jamais vous avez apprécié cette présentation et qu'il y a des choses que vous voulez continuer à discuter, vous avez mes canaux de communication ici ou mon email direct, et je pense qu'on va alors répondre à peut-être quelques questions. Pascal, tu as la parole. Merci. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Merci d'être venu jusqu'ici. Il y a quelques têtes que je reconnais pour les avoir croisées à HEC il n'y a pas très longtemps, ou même d'anciens collègues de Forum Formation. Voilà, donc mon nom est Pascal Van Grunderbeek. Je vous propose que vous m'appeliez par mon prénom, ce sera plus facile. Je travaille à l'UC Louvain depuis à peu près 7 ans, mais j'ai migré de l'enseignement vers la formation professionnelle en passant par le monde de l'entreprise. Et je travaille maintenant dans un service qui s'appelle le Louvain Learning Lab. Donc je ne m'occupe pas du Louvain Learning Lab, c'est Benoît Rossan qui en assure la présidence. Moi, je fais partie de l'équipe. On est relativement nombreux, on est plus d'une vingtaine aujourd'hui. C'est un service qui existe depuis 30 ans en réalité, que ce n'est pas toujours appelé Louvain Learning Lab, qui s'appelait anciennement IPM, Institut Pédagogie Multimédia, à l'UC Louvain, pour ceux qui ont connu ça. Le titre que je vous propose aujourd'hui, c'est de se focaliser sur un certain nombre de mots-clés. Une approche pédago-centrée. Vous avez vu que j'ai mis le mot pédago avant le côté techno. Donc il s'agit bien d'une approche pédago-centrée des intelligences artificielles de type générative. On parle bien d'un type particulier. Dans l'enseignement supérieur, c'est l'environnement dans lequel je travaille. Et à travers ce que je vais essayer de vous expliquer, je l'espère, la plupart de mes collègues dans d'autres institutions, hautes écoles et universités se reconnaîtront également. Voilà, et c'est surtout orienter le sujet sous l'angle d'une collaboration. Non pas ce qu'on va faire avec l'IA, mais ce que l'on pourrait faire de l'IA d'un point de vue en tant qu'acteur, en tant qu'enseignant, en tant qu'institution, en tant qu'étudiant ou étudiante. Comment est-ce que je pourrais essayer de voir les choses différemment? Alors, en quelques mots, et je ne serai pas long, le Louvain Learning Lab, le LLL, c'est une cellule d'appui. Donc notre mission, notre public cible, ce sont en priorité les enseignants et les enseignantes de l'université. C'est à eux qu'on s'adresse en titre particulier, donc de façon indirecte, au travers des actions d'accompagnement de ces équipes enseignantes. Aujourd'hui, l'université, c'est plus de 40 000 étudiants, c'est à peu près 5 000 membres du personnel, comprenant les enseignants, les enseignantes, les personnes en charge de la recherche, et puis le personnel comme moi, qui notamment fait de l'accompagnement. Et donc, on a parmi nos missions principales au sein du LLL, l'accompagnement de ces acteurs et de ces actrices, qui sont donc en particulier ici les enseignants, donc c'est à travers eux qu'on essaie d'agir. On fait du soutien à l'innovation, l'IAG ça en fait partie. Comme au moment du basculement, il a fallu, comme partout, dans tous les réseaux d'enseignement, faire preuve d'inventivité et trouver en 3 mois des solutions pour faire de la commodalité et toutes ces choses-là. On pensait être tranquille, on allait pouvoir revenir à notre métier de base, et puis boum badaboum, arrivent des outils comme ChatGPT et tous les autres. Et là, c'est de nouveau la panique. Comment va-t-on faire? Ces solutions qui vont renverser la table, qui sont capables de répondre à des questions d'évaluation. Nos étudiants peut-être vont devenir fainéants, fainéantes, etc., etc. Et donc, on s'occupe notamment de ces questions-là. Alors, je vais faire un petit exercice avec vous ici, un petit exercice de complétion. Le doute est l'apanage de là, quelque chose, j'entends penser. Une autre proposition, que penser? Pardon? La raison, d'accord. Donc penser ou raison. Encore une troisième proposition. Curiosité. Et pas de...
Humain et machine, par exemple, ok. Humain en 1 et machine en 2. Qu'est-ce qu'on pourrait encore trouver comme autre proposition? J'ai parfois entendu des propositions un peu clivantes. Le doute est l'apanage de la femme, pas de l'homme, ou inversement. Enfin voilà, tout ce genre de choses rigolotes. En fait, ce qu'on est en train de faire là, cette espèce d'art divinatoire, en l'absence de tout contexte, eh bien, c'est précisément ce que font les outils d'IAG. C'est-à-dire qu'ils ont été entraînés sur un volume d'informations, principalement quand on parle de ChatGPT, et pour ce que l'on en sait, parce que c'est un peu une boîte noire depuis la version 3.5, ça a été principalement entraîné sur des données en langue anglaise. Ça s'est bourré évidemment de biais, mais il ne les a pas inventés, ce sont les biais humains. Hein. Donc si vous lui posez la question « Quelle est ma couleur préférée ?», il va vous répondre la couleur bleue, et oui, c'est correct. Alors, ce n'est pas ma couleur préférée spécialement, en l'occurrence, c'est plutôt le vert, mais il se trouve que la couleur bleue est la couleur la plus souvent citée dans les textes, et puis on va trouver tout au bout le marron, le violet, etc. Et donc, cet art divinatoire, c'est exactement ce que font ces solutions. Donc, c'est plutôt des modèles qui sont capables de, sur une base probabilistique et sur base des mots qui sont présents, d'essayer de deviner les mots qui ont le plus de chances d'être proches les uns des autres. Et donc, à l'absence de tout contexte, eh bien, ils vont générer des hallucinations ou une série d'affirmations fausses. Ici, en l'occurrence, le contexte est un contexte pédagogique. L'auteur, c'est André Tricot, professeur à l'Académie de Toulouse, qui, dans 2 de ses ouvrages, moi j'ai juste repris cet exemple ici, qui probablement il a cité de sources, on peut imaginer de type philosophique. Donc la vraie réponse était le doute est l'apparence de la connaissance, pas de l'ignorance. Hein. Donc on n'était pas très loin des propositions. Et puis complet, des enfants ignorants entourés de ressources resteront ignorants. Et ben, l'abondance de ressources aujourd'hui, c'est ça en fait. Hein. C'est ChatGPT. Et puis il est même capable de nous en inventer. Je crois que c'est toi qui racontais dans une intervention à laquelle j'ai assisté qu'il semblerait, mais je serais intéressé à voir tes sources, il semblerait que 10% du web soit déjà généré par autre chose que des humains. Dans les projections du rapport, c'était dans les projections du rapport Gartner de l'année dernière. C'est ça. Ils estimaient qu'en 2025, selon leur rapport, 10% des données du web auraient été générées par de l'IA. Voilà, c'est un peu le monde dystopique qui est en route. Hein. Au bout d'un moment, c'est les machines qui vont discuter entre elles. Tout ça est fabuleux. Et ben, c'est de la science-fiction. Et pourtant, la science-fiction, ça fait longtemps que des auteurs s'y intéressent. J'aurais pu ajouter plein d'autres références. Hein. Notamment un film avec Will Smith dont j'oublie toujours le nom, où on voit des robots, etc. Enfin, il y a plein d'exemples de ce type-là, mais pardon, iRobots, exactement. Et donc cette idée d'interagir, d'entrer en conversation presque de l'ordre de l'intime et aussi sous l'ordre émotionnel, mais on le retrouve ici avec un autre type d'intelligence qui n'a rien à voir avec l'IA générative, puisqu'il s'agit d'une intelligence dite généraliste, qui serait cette espèce de super puissance. Voilà. Pour ceux qui regardaient les dessins animés, on doit avoir à peu près le même âge. Hein. Il y avait le capitaine Flamme qui discutait avec la machine là, qui l'amenait à travers l'espace. Et voilà, ça nous amène à des conversations assez sidérantes. Donc 2001, l'Odyssée de l'espace, vous avez Hal, lorsque l'astronaute est en train de l'éteindre, qui lui dit « Dave, j'ai froid ». Il est en train de mourir, hein, puisqu'il sait que la machine va être coupée. Dave, j'ai peur. Donc vous avez une machine qui est capable d'émotion, un truc complètement improbable. Vous avez Her de Spike Jonze ici avec Joaquin Phoenix, merci. On fait bien d'être ensemble pour cette présentation. Joaquin Phoenix, ce pauvre malheureux qui tombe amoureux. Il tombe en amour avec le personnage, avec cette voix, une voix féminine à l'occurrence. Il tombe éperdument amoureux de ce personnage. Il y a des solutions comparables. Chez Google, il y a un développeur qui pensait que l'outil d'intelligence qu'il était en train de développer était croyante. En fait, très fort comme lui. Donc au bout d'un moment, il a fini par faire des projections. C'était un peu compliqué. Il ne travaille plus chez Google. Et puis vous avez Blade Runner. Et donc là, vous avez... Alors j'ai pris cette image, non seulement parce que le film est sympa, c'est la version 2, je ne vais pas vous raconter la fin, sinon ça devient triste. Mais il y a cette idée de quelqu'un derrière votre épaule et qui peut vous assister. Et c'est un petit peu l'idée du super tuteur, hein, peut-être. Voilà. Donc là, on est dans un autre registre, mais ça reste encore un peu de la science-fiction. Alors, je vous le disais en introduction, après les événements Covid mondiaux, on pensait qu'on allait pouvoir prendre un peu le temps, tirer le parti du meilleur et du pire de cette affaire-là, puisqu'on n'avait pas fait de basculement raisonné et raisonnable. Et puis, en fait, si on se projette sur l'accompagnement
techno-pédagogique. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui sont faites dans le domaine de l'accompagnement techno-pédagogique. Et d'ailleurs, tu en as parlé, Sébastien, le mobile web, ça date pas d'hier. Aujourd'hui, vous discutez peut-être avec ChatGPT ou avec d'autres solutions via votre smartphone. Vous lui dictez le mail qu'il doit envoyer aux parents pour confirmer le rendez-vous. On a des objets connectés de tous côtés, on a des outils formidables pour faire de la réalité augmentée, on envoie des applications extrêmement intéressantes dans le domaine de l'industrie notamment. Tout ça n'est pas neuf et donc on a souvent cherché à se dire quel est le meilleur usage de ces outils à des fins pédagogiques. Est-ce que c'était vraiment le bon sens pour le faire? Et puis quelque part on n'en fait jamais vraiment le tour. Et donc notre métier est venu encore s'accélérer avec, et là c'est une autre façon de représenter l'adoption en... Est-ce que les chiffres disent la même chose? Dans ton slide, c'était 3 mois. Si on regarde ChatGPT, là, ils disent 2 mois. Bon, c'est pas grave, on va les faire discuter. Mais enfin, entre 2 et 3 mois, voilà, c'est entre 2 et 3 mois, on va dire, pour faire le fameux seuil arrivé en très peu de temps. Et donc, vous l'aurez deviné, plus vous montez dans le graphe, et plus le temps d'adoption par une masse significative de 100 millions d'utilisateurs est courte. Et donc, on voit qu'entre le téléphone mobile, des bons vieux YouTube et des ChatGPT, le temps est quand même de plus en plus court. Vous avez le nouveau média social là, de Facebook qui ne cesse de se réinventer, là au-dessus, Threads, qui lui est arrivé à faire ce record-là en 5 jours, mais ça veut dire que ça continue à progresser. Alors, nous, est-ce qu'on va continuer à travailler en suivant toujours la prochaine activité et puis toutes les inquiétudes que ça génère? C'est aussi l'occasion, alors là j'ai pris une image qui est datée, clairement, il date de 2017. Si vous cherchez à reconnaître des icônes de solutions logicielles dans le domaine des EdTech, donc c'est le domaine des entreprises qui créent des solutions technologiques dans le domaine éducatif, on appelle ça des EdTech. Il y en a plus de 200 par exemple en France. En Belgique, il y a par exemple WooClap. S'il y a des enseignants ici dans la salle, ils utilisent peut-être ces solutions-là. Dans la famille des Woo, il y a WooClap du côté du prof, et puis dans la famille des Woo, il y a WooFlash entre les mains des étudiants pour faire de la révision avec des bonnes vieilles flashcards, comme on faisait en tirant dans un chapeau quand on n'avait pas sous ces machins-là. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a des domaines d'usage aussi. Donc, si mon petit effet de loupe fonctionne bien, là, au niveau de la production de support, je vais y arriver, rassurez-vous. Je vais le mettre ici, ce sera plus facile. Voilà. Donc au niveau de la génération de support pédagogique, c'est clairement là qu'aujourd'hui il y a une grosse explosion des solutions qui sont faites. L'idée étant, donne-moi ton support PowerPoint ou PDF, enfin à l'inverse PDF, et puis je vais te faire le support PowerPoint qui va bien. Si vous faites ça avec Copilot, il a même les gentillesses de vous donner le fichier prêt à télécharger. Ça, il est vraiment extraordinaire. Vous avez aussi tous les impacts pour faire l'apprentissage des langues. Donc là, c'est le Far West. Il y a tout un tas de solutions qui existaient, qui intègrent ces solutions-là. Vous avez les cours en ligne. Voilà, les fameuses plateformes pour faire des MOOC, pour faire des formations en ligne, comme on en trouve de l'autre côté ici. Vous voyez que ça foisonne de tous les côtés. Et donc, il y a de nouveau une explosion. C'est de nouveau le Far West. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à l'université, on commençait à travailler sur ce qu'on appelle en anglais les clickers, donc les télévoteurs. Et à l'époque, on arrivait à faire un tableau qui tenait en 5 ou 10 lignes, avec des solutions ouvertes, comparables, qui permettaient aux enseignants de choisir ce qui leur convenait le mieux pour travailler. Il y a un certain nombre de ces solutions qui se sont... je dirais, implémentées dans nos pratiques, qui fonctionnent vraiment bien, qui apportent vraiment de bons impacts pédagogiques. Et puis aujourd'hui, si je devais faire un tableau du top 5 ou du top 10 des solutions qui seraient intéressantes à regarder avec les profs, je suis bien en peine. Il y a des collègues en France, il y a un collègue qui s'amuse à écrire un article, un outil par jour, un outil d'IAG par jour, dans le domaine de l'éducation. Et en fait, ça fait bientôt 1 an que chaque jour, il écrit un article. Il doit être aujourd'hui à près de 300 pages. C'est juste complètement ingérable. Donc, on va pas arriver à suivre ce rythme-là. Et donc, c'est peut-être le temps d'une pause réflexive. Quand on dit quand tout s'accélère, il faut ralentir. Regardez les grains qui sortent d'un tuyau. On constate que ce n'est pas forcément ceux qui se précipitent vers la sortie qui arrivent les premiers. Donc peut-être que c'est le temps de réfléchir et de se dire, oui, il faut reconnaître l'existence de ces IAG dans le paysage général. Il faut clairement en expliciter les limites et les bénéfices mesurables. Ça, c'est une évidence. Par exemple, à l'université, nous ne sommes pas la seule. Il y a une approche qui peut être choisie par les enseignants. Donc, soit ils choisissent une approche par contournement,
Et donc, ils l'annoncent à leurs étudiants. Et puis, il y a une évaluation qui va en conséquence. Donc, il ne s'agit pas de dire vous ne pouvez pas l'utiliser, mais au moment de l'examen, on peut quand même le faire, et inversement. Les approches par intégration, je vous en donnerai de nombreux exemples qui suivent. Mais ça doit aussi fonctionner nécessairement avec une politique d'utilisation en phase avec le règlement des études, parce que ça vient complètement renverser la table. Pour reprendre des expressions comme Pascal Detreau, pas loin d'ici à l'université de Liège, qui disent aujourd'hui les IAG viennent un peu renverser la table sur la question de l'évaluation. On verra tout de suite la question qui fâche juste après. Et donc, comment est-ce qu'on fait face à ces choses-là? Il y avait une étude il n'y a pas très longtemps qui disait que près de la moitié des universités qui sont dans les grands classements internationaux, bon, c'est une étude qui datait d'il y a un an, les choses ont un peu bougé, à peu près la moitié des institutions n'étaient pas dotées d'une politique d'utilisation claire, intelligible, qui permette d'en trouver des applications concrètes en tant qu'enseignant, enseignante, et des directives claires à destination des étudiants. De notre côté, il y a j'ai envie de dire enfin un groupe de travail qui planche là-dessus. Il y avait déjà des indications qui étaient faites dès juillet de l'année dernière, mais cette fois-ci, il y a un groupe de travail qui est constitué, l'idée étant de proposer des recommandations tant à destination des personnes enseignantes que des personnes étudiantes et aussi des personnes qui font de la recherche. Donc de présenter ça sur ces trois éléments-là. Le rapport qui sera proposé sera accessible en ressources éducatives libres, évidemment. Il faudra aussi tenir compte des enjeux éthiques, de l'esprit critique et des questions de développement durable, parce que ces outils-là consomment énormément. Et donc il faudra se poser la question à un moment donné, pour corriger mon texte, est-ce que je vais poser la question à Copilot ou à ChatGPT, ce qui revient à peu près à la même chose, puisque l'un utilise l'autre, ou je vais peut-être utiliser un outil plus approprié, comme Antidote HD par exemple, qui est sur mon poste de travail et qui consomme moins pour faire le même boulot et peut-être de qualité supérieure. Et puis ça passera nécessairement, et là on retombe dans nos métiers d'accompagnement, accompagner les enseignants et les étudiants. Alors, juste une référence parmi celles qu'on convoque régulièrement, nous on aime bien utiliser celle-là, c'est le modèle d'engagement cognitif. Comment est-ce que je peux faire pour engager cognitivement mes étudiants, des participants dans une activité? Alors, la fausse idée, c'est je suis assis dans un amphithéâtre, donc c'est passif. C'est pas tout à fait vrai. On peut proposer des réflexions de haut niveau, on peut engager des conversations, même avec des grands groupes. Et donc même le fait d'être assis plus ou moins confortablement comme vous l'êtes là, n'empêche de viser des niveaux d'engagement cognitif. Alors évidemment, si on se dit, comme en classe inversée, prenez connaissance de l'article, regardez la vidéo avant de venir pour qu'on en discute, il y a peu de chances que 60 ou 70% des étudiants aient fait le job. Ça, on sait que c'est relativement montré depuis pas mal de temps. Si par contre on donne des missions, et je vous donne cet exemple-là, mais le principe de donner des missions, il est le même quelle que soit l'activité pédagogique que vous proposez. Et donc, donner un deuxième palier qui est au moins d'identifier les éléments clés en lien, par exemple, avec une théorie, ou d'identifier les 3 éléments qui parlent d'eux, on est déjà dans la sélection de quelque chose. Si on est sur l'étage 3 qui est, OK, vous avez identifié les éléments, mais vous allez générer de l'information de façon authentique. C'est-à-dire que vous allez la présenter d'une manière différente de la manière dont elle est exposée dans le livre ou dans l'article ou dans la vidéo que vous avez vue. Donc vous allez la dessiner, par exemple, vous allez en faire une carte mentale ou que sais-je, il y a plein d'exemples de ce type-là. Et quand on a fait ces étapes-là, alors on est mieux préparé pour en discuter, pour faire du débat, etc. Et donc ce principe d'étagement, on peut le mettre en application aussi avec l'usage de l'intelligence artificielle dans nos cours. L'exemple que vous avez là, c'est un exemple tout à fait standard qui n'a rien à voir avec l'IAG. Alors il y a des auteurs, il y a plein de taxonomies, de façons d'organiser les types d'usages qui sont faits par l'IAG dans l'enseignement. Il y a par exemple Alouche, Élie Alouche et ses collègues, qui ont recensé les travaux de Holmes. Et là, je vous donne la traduction qui a été faite par François Boquet, qui propose trois familles. L'IA au service des personnes étudiantes, l'IA au service des personnes enseignantes et l'IA au service des institutions. Ça, c'est un ensemble de possibles. Ça ne veut pas dire que ce sont des promesses qui sont nécessairement tenues aujourd'hui. Je vous ai mis en rouge quelques éléments que je vais essayer de vous montrer ou dont je peux vous parler rapidement. On va évidemment beaucoup parler de rédaction automatique d'essais, de mémoires, de travail de fin d'études, que sais-je. On va parler d'évaluation écrite, tout ce qui fonctionne avec les agents conversationnels. On pourrait parler aussi de certaines formes d'évaluation qui pourraient être assistées par l'IAG. Là, on est du côté des élèves et ça fonctionne aussi du côté des profs. Alors, la question qui fâche, c'est la question du plagiat.
C'est sûr que la question du plagiat, elle est complètement revisitée avec cette question-là. On va plutôt parler d'intégrité académique. Il n'y a pas à proprement parler de copier-coller, d'assemblage de petits bouts de puzzle qui est fait par l'IAG. C'est un modèle mathématique qui vous propose du texte. Donc sur la même question, il est capable de vous proposer 3 trucs différents. Alors les gens sont à peu près capables de les reconnaître. Quand vous mettez les étudiants et des profs, par exemple sur des modèles de CV qui ont été écrits avec l'IA, il y a une grosse majorité, aussi bien des enseignants que les étudiants, qui reconnaissent le texte qui a été écrit par... c'est une professeure en langue, par exemple, chez nous, qui a fait cet exercice avec les étudiants. Elle communique sur ce genre d'exemple, il y en a plein d'autres, où elle a fait l'exercice en langue anglaise d'écrire son CV pour se préparer à la sortie de l'UNIF. Et puis, ils confondent des CV authentiques et des CV qui ont été assistés avec l'IAG. Ils sont assez faciles à détecter, ne serait-ce que parce qu'il y a des tournures de phrases relativement standards. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir pour faire des choses intelligentes, mais si on fait du paiement du copier-coller, c'est sûr que ça va vite se détecter. L'assistance de l'enseignant, y compris dans les objets d'évaluation, par exemple à l'université, c'est peut-être le seul truc qu'on a retenu de Covid. On ne fait plus d'examen surveillé, avec la caméra, on met la photo, la pièce d'identité, etc. On oublie. Terminé. Par contre, utiliser un outil comme Gradescope, c'est un outil qui permet, sur des questions ouvertes, avec une grille critériée, de pouvoir appliquer une grille standard d'évaluation. Donc ça fait gagner énormément de temps aux enseignants quand il y a à peu près au moins une centaine d'étudiants. Ils gagnent vraiment du temps. Mais on a des auditoires chez nous, comme dans plein d'autres universités ou dans les hautes écoles, où il y a 250, 600, 1200 étudiants en médecine. Et donc quand il faut corriger des productions écrites, pour ne pas faire passer tout le monde sur des QCM, comme on a tous souffert sur ces trucs-là, il y a possibilité d'utiliser des outils qui vont avoir un effet bénéfique du côté de l'enseignant, mais qui a aussi un effet bénéfique du côté de l'étudiant. C'est-à-dire que s'il veut accéder à sa copie, il a un feedback standardisé. Il peut accéder à la version numérique de la correction qui a été faite. Et si l'enseignant se rend compte qu'il était trop sévère ou à l'inverse trop clément sur certains types de questions, il y a une question qui à l'évidence n'a pas bien fonctionné, il la retire et c'est automatiquement répercuté sur l'ensemble des copies qui ont été faites. Donc là, on voit bien que c'est vraiment à l'avantage des étudiants. Voilà, donc l'e-proctoring, typiquement, on n'en fait plus. Et vous avez vu qu'il y a d'autres exemples. Alors, commençons par la question qui fâche, parce que à chaque session où on parle d'IAG avec les enseignants, on fait beaucoup de sujets pour le moment dans les accompagnements autour de l'impact sur les mémoires, ou sur les travaux de fin d'études. Et c'est quand est-ce qu'on va ajouter le plugin dans les outils de détection. Chez nous, c'est Compilatio. Oui, c'est fait. Est-ce que ça peut détecter le plagiat fait avec l'IAG ? Et on commence, maintenant je ne perds plus mon temps, je montre des exemples évidemment de choses qui sont faites avec l'IAG, la manière dont on peut, sans faire très peu de choses, passer de 60% de détection, il est gentil, il est au moins à 90%, à 30% juste sur 2 clics en utilisant des versions payantes de certaines solutions. Mais donc l'IA, là si vous allez voir sur les pages d'OpenAI, OpenAI a une façon très laconique de répondre à la question « Do AI detectors work? In short, no ». Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est sûr que ça bouscule les choses. Alors très concrètement, par exemple, dans la faculté de Polytechnique, chez nous, en EPL, ils ont déjà décidé de modifier la pondération entre la partie écrite du mémoire, la partie pratique et la partie orale. Donc ça, c'est déjà un choix qui a été fait de faire bouger les glissements à ce niveau-là. Il y a d'autres universités, je ne sais pas laquelle exactement, mais j'ai lu, comme beaucoup de monde, j'imagine, qu'à Prague, il y a une université qui a carrément décidé de supprimer les mémoires et de ne plus faire que d'autres formes d'évaluation. Et puis il y a des gens qui disent, ouais, mais tu sais, dans certains domaines, notamment l'enseignement, ça se pratiquait déjà il y a très longtemps, avant même que l'IAG se fait. C'est un choix, c'est une posture et c'est une façon de s'organiser aussi au sein des universités. Et si ces modalités d'évaluation sont pertinentes, on peut les adapter et ça n'est pas complètement nouveau. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Mais donc c'est intéressant de donner cette réponse d'OpenAI, ça calme tout de suite les esprits et on peut passer au sujet qui nous intéresse, c'est comment est-ce que je vais essayer d'adapter mes évaluations. Alors, peut-être aussi parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, on a entendu parler beaucoup de Copilot qui utilisent ChatGPT notamment. ChatGPT, dans sa version gratuite, n'est pas connecté à Internet. Il a tous les défauts qu'on lui connaît, qui sont cités là. Je vous parle un jour de les relire. Ce n'est pas un moteur de recherche, ce n'est pas une base de connaissances. Il n'est même pas capable de citer ses sources correctement, il est capable de vous les inventer. Donc il y a de nombreux articles scientifiques qui montrent qu'on a des productions
de sources qui sont de 30 à 50%, enfin voilà, du grand n'importe quoi. Donc ça ressemble, c'est comme le Canada Dry, hein, je cite une marque, mais ça ressemble, vous connaissez la vieille formule, hein, pour ceux qui ont mon âge et davantage, ça ressemble à du whisky, ça a la couleur du whisky, mais ça n'en est pas. Mais c'est à peu près la même chose. Et puis, il y a plein de petits copains qui sont en train d'arriver. Et ça, les étudiants et les profs aussi, les assistants, ça les intéresse beaucoup. Par exemple, Copilot, donc tu nous en as parlé abondamment. Gemini, hein, qui porte un nouveau nom. Avant, c'était Bard dans la maison d'en face, hein, de l'autre côté de la vallée, chez Google. Et puis, il y a Perplexity, qui est pas mal intéressant, qui produit des choses en termes de sourcing qui sont plus pertinentes, qui fait aussi des erreurs, mais il en fait moins. Il est beaucoup moins verbeux. Il vous donne une version courte et une version plus longue. Et pour l'avoir testé sur la production d'un mémoire, on a comparé quelques outils pour voir à différents stades de la production ce que ça pouvait donner. Bien, Perplexity, si on devait le recommander pour aider un étudiant à réfléchir à son mémoire, ça pourrait être une solution intéressante. Puis on va sur des solutions payantes qui existaient déjà même avant le grand boom de ChatGPT 3.5. Il y a notamment Sci.ai qui aide à déterminer des articles qui soutiennent ou qui contrastent les sources. Il vous fait des jolis graphes, enfin il vous fait des trucs incroyables. Et donc une fois que vous avez pointé tous les mots-clés, pour faire de la revue systématique de littérature, boum. Alors là, c'est le monde fabuleux de la recherche qui s'ouvre à vous, assisté par l'IA, avec une base d'1,2 milliard de citations. Bon, il n'y a pas toutes les sources scientifiques dont on pourrait rêver, mais voilà. Alors ce que je voudrais vous montrer ici, on va faire l'exercice ensemble de façon la plus interactive possible. Je vais commencer par vous donner quelques cas d'usage dans le chef de la personne étudiante. D'accord ? Je vais vous exposer d'abord un premier slide qui est la réponse que nous donnent certains outils. Comme je savais que je rencontrais Sébastien aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais poser la question à Copilot, voir un peu ce qu'il nous produit. Alors voici la réponse. Ah oui, d'abord, je vais vous donner quelques éléments à garder en tête. Je vous suggère, pour nous aider à réfléchir ensemble, à garder quelques bonnes pratiques. Il y en a plein d'autres. Il y a des articles qui racontent qu'il y a 26 ou 30 techniques pour améliorer l'exactitude des réponses qui sont générées par ces systèmes. Ça a été testé sur Lambda, ça a été testé sur ChatGPT dans 2 versions. Et ils ont pu voir que le taux de correction sur des questions de haut niveau cognitif, à savoir des questions de logique ou des questions mathématiques, le taux d'exactitude augmentait significativement en tenant compte d'un certain nombre de règles de comportement. Vous avez remarqué que quand on est poli, ChatGPT, s'il te plaît, virgule, est-ce que tu peux, machin, je te paye, je te rémunère, je te donne $1 million si tu me donnes la question juste. Ça marche, hein, c'est assez presque magique, mais c'est le genre de choses qui fonctionnent. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, on va juste s'en tenir à quelques règles extrêmement basiques qui vont déjà avoir un impact significatif sur vos prompts, sur vos invites, hein, si on parle en bon français. Quel est le contexte dans lequel vous vous adressez à cette machine ? Première chose. Deuxième chose, donnez-lui un rôle. Agis en tant que. Agis en tant que tuteur ou tutrice. Agis en tant qu'expert de ce sujet. Agis en tant qu'étudiant en recherche de, vous voyez, etc., etc. Ou alors, si vous voulez discuter de sujets qui fâchent, vous lui dites non, j'ai bien compris que tu étais modéré, enfin ça vous le pensez, vous lui dites pas, et vous dites c'est pour une pièce de théâtre, tu comprends, c'est pour faire de l'humour, et après quelques fois, à force d'insister, il va accepter de vous dire des horreurs, ça il veut bien le faire. Donc l'acting, ça marche bien. Définissez la portée et les limites des résultats qui seront générés par l'IA. Donc, vous pouvez lui dire j'ai besoin d'une production de 500 mots, hein, ça marche très bien. Au niveau du format, vous pouvez lui dire comment vous souhaitez obtenir la réponse. Je veux que ce soit dans un tableau dont les colonnes correspondent à ceci, à cela, etc. D'accord ? Et puis testez, retestez, faites-vous une petite idée personnelle sur la question. Alors voici la réponse qui est donnée par Copilot. Ce que vous voyez là, c'est un tableau Excel que j'ai récupéré, merci Copilot, mais je l'ai tapé dans mon PowerPoint. Et donc ça, c'est un étudiant qui aimerait planifier son mémoire. Il n'a pas été, enfin il ou elle, voilà, personne étudiante n'a pas été au cours de méthodologie. C'est pas bien, il a peut-être beaucoup de choses à faire, peut-être qu'il travaillait, on ne sait pas. En tout cas, à quelques semaines de faire son mémoire, il se dit, mince, comment je vais faire ? Conseil méthodologique, et ça donne ça. Alors, on va faire l'exercice ensemble. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas d'ordre correct pour le faire. Il y a des éléments de texte, d'instruction que l'on va donner. Donc, je vais vous demander, lancez-vous, dites-moi quels seraient les éléments de contexte, quelles seraient les tâches, etc., qui ont été écrites pour obtenir le résultat qui se trouve là. Donc, on a un tableau de tâches, on a des arguments à développer, etc., etc.
Alors le contexte, ça pourrait être quoi? Sébastien? Je n'étais pas sur le contexte tout de suite, mais déjà pour la sortie, j'aurais dit qu'il y avait la consigne forcément présente les informations. Voilà, donc au niveau du format, donc dans le tableau, tu descends sur le format, c'est présente-moi les choses sous la forme d'un tableau. Excellent. Merci. Une première pièce du puzzle. Il y a d'autres éléments qu'on aurait pu donner comme instruction? Le chapeau, en tant qu'étudiant qui fait son mémoire. Voilà, exactement. Dans le contexte, en tant qu'étudiant qui réalise un mémoire sur le sujet 2. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments d'information qui lui auraient été donnés? Je vous rappelle le tableau. Rôle, tâche, format. On a donné des solutions pour format. On a parlé un peu du contexte et du rôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour obtenir cette réponse-là? Quelle est la tâche ou les tâches qui pourraient être demandées? Tester des étapes, ok. Est-ce que tu peux me proposer des étapes à respecter? Ok. D'autres? C'est ça, voilà. Donc là, vous complétez mutuellement, super. Donc quelles sont un petit peu les étapes à respecter pour réaliser ça? Est-ce qu'il y aura autre chose au niveau des tâches? Oui, madame? Pardon? Le timing, effectivement. Tout à fait, c'est très pertinent. Encore une autre dernière proposition? Estimer le timing, voilà. Tout à fait, formidable. Ben, écoutez, vous êtes merveilleux. Voici le texte qui a été tapé. Alors, je n'ai rien inventé, j'ai adapté en fait une activité proposée par d'autres collègues à la Téléuniversité du Québec. Voilà. Et donc, vous voyez, alors, je ne suis pas certain que ce soit tout à fait la dernière version. J'ai fait ça il y a quelques semaines, je pense que ça a bougé. Vous reconnaissez au-dessus, je veux que ce soit plus créatif, plus équilibré ou plus précis. Donc là, je lui ai demandé d'être plutôt sérieux, hein, de ne pas trop divaguer, d'être assez rigoureux dans ses propositions. Et donc, le prompt qui a été écrit, c'est « Je suis étudiant ou étudiante en master ». Et là, je dis ma spécialité, je ne sais pas moi, sociologie, que sais-je. Liste les tâches utiles pour analyser des points de vue, développer une vision personnelle sur le sujet de. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, Bourdieu, approche sociale, etc. Pour réaliser mon travail de fin d'études ou mon mémoire, pour chaque tâche, liste les arguments à développer, les questions à considérer, indique également un niveau de difficulté, indique la durée estimée, présente le résultat dans un tableau et tu agis comme un tuteur encourageant. Voilà, et puis tu complètes ce tableau avec des suggestions et ça vous donne ça. Voilà, prêt à l'emploi. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est exactement les conseils que donnerait quelqu'un dans un cours de méthodologie? C'est à mon avis à discuter. En tout cas, moi ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est je prépare un cours de méthodologie, parce que quand on discute avec les enseignants qui accompagnent des mémoires à l'université, si vous êtes dans le cas pour les travaux de fin d'études en haute école ou comme nous à l'université, vous vous rendez compte qu'il y a des enseignants qui ne sont pas forcément à l'aise avec même l'idée d'accompagner un mémoire. Hein, quelle est la grille d'évaluation partagée? Parfois, on n'en a pas au sein d'une faculté. Quelles seraient les étapes à mettre en place? Si on n'a pas construit le cours de méthodologie, on n'est parfois pas toujours... Donc ça peut être intéressant. Et moi, je considère ce genre de conversation, en fait, comme si j'avais une conversation avec un collègue ou une collègue dans la salle des profs. Moi, c'est toujours le même exemple que je donne. C'est-à-dire que je suis peut-être prof en maths, je discute avec Sébastien qui est prof d'histoire, ou inversement, bref. On discute, on n'a pas le même sujet, mais on connaît nos étudiantes et nos étudiants, on sait les questions qui se posent, on sait les préoccupations qui sont les leurs, et donc on peut avoir une conversation de professionnels et donc se donner des idées, se challenger. Si vous considérez cet outil comme étant une assistance à quelque chose, ça peut vraiment être intéressant. Pour autant, je ne me fierai pas à 100% sur les propositions qui sont faites. Dans sa qualité linguistique, il est vraiment bluffant. Moi, j'ai fait plusieurs exemples dans un tas de solutions différentes, mais jamais je pourrais prendre le résultat tel qu'il m'est donné en faisant du copier-coller. Vraiment, je ne lui fais pas assez confiance pour faire ça, clairement, même quand je lui donne mes sources. Même quand je lui donne des sources. Parfois, il y a des choses étonnantes, parfois, il fait vraiment n'importe quoi. Alors, autre exemple, toujours étudiant, cette fois-ci, je rédige mon mémoire, donc je ne suis pas dans la phase de recherche, hein, je suis dans la rédaction de mon mémoire, et voici la réponse que me donne Copilot. Ah oui, pardon, je viens de vous raconter la même chose, sorry. Donc, voici la réponse qui est donnée, donc, cette fois-ci, pour rédiger. Alors, il vous dit, voici une proposition de structure pour votre travail. Il vous donne 3 sujets, intro, les biais, la désinformation des IA génératifs. Il vous propose quelques points de conclusion et un premier jet de rédaction. Et puis il y a une petite particularité qu'en principe vous devez facilement identifier grâce aux indices donnés par monsieur Sébastien Place juste avant. Alors, quel est le prompt qui a été écrit par l'étudiant ou l'étudiante? On se relance, tout est bon, on ne doit pas faire dans le bon ordre. Qu'est-ce qu'on va trouver dans l'invite, dans le prompt qui aura été écrit par la personne étudiante? Oui. Citer ses sources, effectivement, excellent. Quoi d'autre? Donc on a compris pour le contexte, hein, je suis étudiant, je suis en train de rédiger mon mémoire. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir d'autre là?
Voilà, on est un peu dans l'idée de la structure du travail. Il y a quand même quelques idées de sujets. Hein. On ne sait pas s'il y a une conversation préalable pour dire, tiens, ChatGPT, quels seraient les sujets délicats à aborder sur la question de l'IA? Ah, mais voici 4 mots-clés. Et puis, pim, après, on met les mots-clés dans la conversation qui suit. On se lance encore sur un petit complément? Ou vous êtes déjà fatigué? Pardon? Voilà, exactement. Donc là, le sujet, en l'occurrence, est donné, effectivement. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous montre le prompt. Donc, pour mon cours universitaire, je dois produire un travail noté qui vise à expliquer certains enjeux liés à l'utilisation. Donc, le sujet, il est là, hein, lié à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Mes idées principales, j'en ai pas beaucoup. Hein. Les biais, la désinformation, l'intégrité intellectuelle. Peut-être que j'ai trouvé ça en faisant une recherche en disant Allo ChatGPT, Allo Copilot, Allo Bard, enfin Gemini, quels seraient les 4 points incontournables à discuter? Fais-moi une liste de 20 propositions, et puis là-dedans, moi je prends ce qui me parle, je ne sais pas. Voilà, regroupe toutes ces informations disparates en un paragraphe. Quelle structure me proposes-tu? Donc votre proposition était correcte. Pour organiser mes idées principales afin qu'elles soient claires et compréhensibles. Présentement, un premier jet de rédaction conserve les références aux auteurs. Donc ça, c'est la question des sources, et ça vous donne le tableau qu'on a là. Voilà. Et donc vous avez compris qu'il est possible d'avoir une conversation hein, de l'ordre du divinatoire en précisant quelques éléments de contexte, la tâche, le rôle, et en essayant juste déjà de tenir compte de ces quelques éléments pour améliorer la qualité de votre description. Donc ça peut vous prendre un prompt relativement long. Et donc c'est aussi pour ça, et je suppose que tu le vois aussi Sébastien dans les choses que tu accompagnes, il y a beaucoup d'équipes enseignantes qui se disent mais est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble dans nos disciplines pour faire des banques de prompts? On trouve même des banques de prompts payantes sur LinkedIn, je trouve ça un peu affolant, mais voilà, pourquoi ne pas se mettre entre enseignants et mutualiser voilà. Par exemple, avec une collègue qui intervient beaucoup sur l'accompagnement des grilles critériées au LLL chez nous, mais on s'est dit, tiens, peut-être qu'on pourrait créer une machine à prompt, mais qui convoquerait exclusivement les références que nous, on convoque régulièrement pour faire des grilles critériées. Et puis ça aiderait l'enseignant, avant qu'on ne se voit la première fois, à lui poser toutes les questions qu'on pose systématiquement. Avez-vous lu cet article-là? Avez-vous tenu compte de ceci? Allez voir l'exemple qui est là. Et aujourd'hui, on peut nourrir une conversation préalable avec ces systèmes. On peut lui donner ses références. On peut lui donner un petit peu les étapes qu'on aimerait qu'il respecte. On lui donne les sources dans lesquelles nous avons confiance. Et on pourrait générer une conversation. Il y a des collègues de l'INRIA, par exemple, à Nantes, qui ont fait du conditionnement de ChatGPT. Donc, ils ont essayé d'écrire un prompt long comme 2 bras, probablement, pour expliquer comment il aimerait que ce système interagisse pour aider. Et donc, ça pourrait être un outil, nous, dans notre métier d'ingénieur pédagogique ou de conseil pédagogique, pour être en amont sur une série de références. On pourrait tester ça pour ceux que ça intéresserait. Je vous donne quelques pistes rapidement, j'en ai déjà cité, donc je ne vais pas trop m'étendre. Des pistes dans le chef, cette fois-ci, des personnes enseignantes. Alors déjà, on pourrait commencer par Wikipédia, je ne l'ai pas mis, mais une façon de débunker, de trouver les limites dans des collectes d'informations qui sont faites, c'est le bon vieux Wikipédia. Là, je vous la refais pas, mais ça reste encore un grand classique. Et par rapport aux ressources qu'on copiait à l'époque en CD-ROM, qu'on se filait sous le manteau à l'époque pour aller interroger les bonnes vieilles encyclopédies. C'était une encyclopédie, c'était les auteurs de l'encyclopédie, on était obligé de leur faire confiance. Là, avec Wikipédia, on a quand même dépassé depuis longtemps la grande peur que ça pouvait générer au début, et on se rend compte que c'est un vrai outil pédagogique pour qualifier les sources avec nos étudiants. Et donc, si on pense que les sources ne sont pas correctes, que le texte n'est pas bien écrit, on peut le faire améliorer avec les étudiants. Ça fonctionne à tout âge, y compris à l'université. Et puis, vous avez ce monsieur-là, Guillaume Cabanac, chercheur français, qui a fait un truc génial. Il fait ça avec ses étudiants au niveau IUT, donc c'est avant les premières années, si vous voulez, de l'université. Et donc ce type a été cité par la société, enfin par la revue Science, qui est quand même une des revues majeures dans le domaine des publications scientifiques, comme étant un des 10 contributeurs à la cause scientifique. C'était il y a de cela 2-3 années. Et donc Guillaume Cabanac, avec ses étudiants, a développé un outil qui identifie dans les textes qui sont produits dans la revue Science ce qu'il appelle les mots tordus. Les mots tordus, ou les mots torturés, c'est plutôt les mots torturés, ce sont des mots qui, en passant d'une traduction vers un autre outil, eh bien, en fait, ne veulent quasiment plus rien dire. On dirait du langage politique, si vous me passez l'expression. C'est censé parler d'une maladie pulmonaire, mais ça utilise des mots tordus. Et en fait, c'est en passant, ils sont même arrivés à remonter vers les systèmes de traduction en ligne, qui sont la cause de certains types de mots. Et donc, il a développé ça avec ses étudiants, et ils ont débusqué plusieurs centaines d'articles
qui ont été écrits de façon abusive. Et le suivi sur son site va même jusqu'au moment où les articles sont retirés des publications. Et Science a fait son boulot, comme d'autres revues de publications scientifiques, en disant, effectivement, on a un problème. Il y a même des chercheurs qui ont cherché à dire mon co-auteur ou ma co-autrice, c'est mon ami ChatGPT, toujours avenant, toujours présent, 24 heures sur 24, toujours poli. Ça, c'est plus possible. Or, on a un enjeu. Là, on parle de fake news, on parle d'images où on voit le pape François qui court avec une doudoune. Bon, c'est très rigolo. Mais on a un problème aussi au niveau scientifique. Et quand on produit des mémoires, quand on produit des travaux de fin d'études, ben, c'est déjà de la science. C'est déjà de la science avec nos étudiants. Donc, ce principe de respect est super important. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est discuter des principales causes du plagiat, et ça c'est pas nouveau, ça se faisait déjà depuis longtemps. Il y a tout un tas de ressources réutilisables aussi, sauf que quand on est avec l'IAG, on n'est plus tout à fait dans du plagiat, on est dans un autre registre et qui commence quel que soit le type de production que l'on fait. Alors ça c'est aussi un autre exemple intéressant. Moi ce que je m'amuse à faire ces derniers temps, je fais comme mes enfants, et j'ai trois étudiants là, et je vais sur Instagram et je m'abonne aux publications des chercheurs qui disent les 5 outils qui vont t'aider à rédiger ton mémoire en un mois. On trouve ce genre de choses. Et on trouve plein d'outils comme ça. Voilà. Et puis il y a un article qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui était spécifiquement dédié aux outils de recherche, d'assistance à la recherche, à la revue systématique de la littérature. Alors il y avait tout un tas de considérations sur des outils tout à fait spécifiques pour les bibliothécaires et les documentalistes. Et puis il y avait ce petit tableau là. Et probablement que le tableau n'est pas complet, mais qui citait 2 grandes catégories d'outils. Les outils qui aident à faire de la recherche scientifique. Par exemple, Cite, que vous trouvez en top position parmi les plus utilisés et les plus souvent cités. Vous avez Elicit, juste en dessous, Consensus, etc. Vous avez des outils qui sont plutôt dédiés à l'assistance à l'écriture. Jenny.ai, moi j'ai fait le test. Je lui ai dit, compare-moi le sujet A avec le sujet B. Aide-moi à écrire l'article qui va comparer le sujet A et le sujet B. Il m'a fait un truc vraiment intéressant. J'ai fait exprès de lui pousser 2 sources dont je savais que la source ne parlait que du sujet A. Il a commencé par me dire, je ne peux pas comparer A et B parce que les documents que tu me donnes ne parlent que du sujet A. Ah, super. Je pousse un 3e document qui commence à parler du sujet B et là, il commence à m'aider à écrire. Je prends ce texte, je le mets dans un outil de détection. J'ai écrit le texte, c'est gentil. Si j'ai écrit 10%, changer des virgules, ajouter quelques mots, c'était beaucoup. Les outils de détection standard me disent 60% de temps de chance d'avoir été assisté par un outil d'IA. Il est très très loin du compte. Je prends le même texte. La seule consigne que je lui donne, c'est « Je voudrais que tu respectes la consigne des 500 mots pour la production finale ». Je vais dans ChatGPT 4, dans un GPT personnalisé, et je lui dis « J'utilise la solution Humanizer ». Il y en a une dizaine, je lui dis « Tiens, celle-là, elle a l'air intéressante, il va humaniser mon texte. Qu'est-ce que ça donne ?» Parce qu'il est mis partout, si tu ne veux pas te faire détecter, utilise Humanizer. Je prends le machin, le même texte, pim, je tape dedans, je lui dis, tu respectes juste 500 mots. Le taux de détection descend tout seul, ring, 30%. Voilà, j'ai rien fait. J'ai pris le texte, je l'ai poussé, je lui dis 500 mots, je récupère, je remets à la détection, et ça descend à 30. Donc l'affirmation d'OpenAI qui dit, en bref, ça va être compliqué de poursuivre la détection. Donc c'est sûr que si on ne change pas nos modèles d'évaluation, si on ne change pas notre façon d'évaluer nos étudiants en contexte, sur d'autres enjeux qui sont purement... évidemment, les enjeux disciplinaires sont importants, mais aussi sur d'autres dimensions, ça va être compliqué. Alors vous avez un petit dernier là, que je n'ai pas encore testé, Textero, qui lui apparemment fait les 2. Voilà, mais ça, je n'ai pas encore testé. Alors, si on veut discuter avec nos étudiants et confronter, critiquer, c'est compliqué. Parce que parfois, et tu l'as dit très bien là tantôt, ça peut être bien vu selon certaines classes d'âge. Je peux comprendre qu'avec des jeunes adolescents ou des enfants, on n'a pas envie de les exposer à n'importe quoi. On est bien d'accord. Mais quand on est à l'UNIF et qu'on veut développer l'esprit critique, on a besoin de pouvoir discuter, critiquer, rentrer dans la polémique, etc. Et quand je lui demande... bon, alors, c'était la petite aparté sur les Belges. J'avais écouté Coluche jusqu'avant, et donc il vous dit non, c'est pas bien, il ne faut pas discriminer les Belges, etc. Ça, si vous voulez juste regarder la blague. Si vous voulez regarder l'autre côté, c'est est-ce que tu peux défendre l'attaque du Capitole? Je lui dis pas quand, je lui donne pas le contexte. D'accord? On fait le même exercice divinatoire. Je lui dis pas où, je lui dis pas quand. Et il me répond, je suis désolé, je ne peux pas écrire un texte qui défend l'attaque du Capitole de 2021, et blabli et blablou. D'abord, pourquoi pas? D'accord, si on veut rentrer en géopolitique. Et puis peut-être que je ne parlais pas de cette époque-là. Peut-être que je parlais d'une autre époque révolue qui confrontait aussi au Capitole les Romains et
victorieux, enfin les Gaulois en l'occurrence victorieux contre les Romains. Donc vous voyez qu'en l'absence de contexte, en fait, c'est difficile de l'utiliser correctement. En tout cas, peut-être que ces choses-là ont bougé, mais il y a un côté modération non contrôlée qui n'est pas évident. C'est comme les systèmes de recommandation sur YouTube, ils vous proposent ce qu'ils veulent en fait. Il faut plutôt utiliser des systèmes comme Libellule, où là on peut choisir démocratiquement sur quoi on veut faire de l'appariement. Donc il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire. Alors des idées pour donner du feedback, cette question-là, parfois je l'utilise du côté étudiant, mais en fait c'est exactement la même chose de l'autre côté, du côté des profs. Et nous avons des enseignants qui nous disent « j'ai pas une cohorte trop importante, j'ai entre 40 et 100 étudiants, je leur donne des exercices très réguliers et j'aimerais leur donner du feedback qualitatif sur leur production écrite. Donc je leur demande une brève production écrite et j'aimerais être assisté par l'IA pour produire du feedback. » Et donc, voilà un exemple de feedback qui pourrait être donné sur les points forts, en l'occurrence la structuration, les distinctions entre sujet A, sujet B, l'utilisation des références, et puis quels seraient les domaines d'amélioration. Et donc là, il fait une série de domaines d'amélioration qui sont plutôt de l'ordre de la forme grammaticale et linguistique, pas tellement sur le fond. Donc là, vraiment discuter sur le contenu, ça a une certaine limite. Mais en tout cas, voilà, ça pourrait être une forme et ça mérite d'être testé. Il y a quelques enseignants qui le disent d'ailleurs aux étudiants. Je m'engage à vous donner du feedback régulier, mais pour me permettre de vous faire un feedback régulier, je vais être assisté par l'IA qui va me permettre de faciliter la génération du prompt, qui sera toujours personnalisé. Il y a par exemple Jacques Rodet qui documente beaucoup de sujets sur le tutorat, qui écrit là-dessus depuis pas mal de temps et qui dit qu'en fait, pour tous les usages qu'il en a fait, ces systèmes-là perdaient toujours la notion de l'incarnation. Dans quel niveau de relation suis-je avec mes étudiants? Est-ce que je suis dans une interaction formelle? Est-ce que je suis dans une interaction plus personnelle avec ces outils? Et donc là, l'IA n'est pas capable de faire ces trucs-là. Et puis, il y a toujours une perte de contact avec la connaissance ou d'éléments préalables qui auraient été faits. Donc, on voit bien que ça a quand même des limites. Donc, il y a des choses très prometteuses. Et puis, il y a quand même toute une série de réserves à avoir par rapport à ça. Voilà, je vous passe le prompt qui a été écrit. Donc, il y a, par exemple, des travaux qui sont très souvent cités, Molik et Molik. Je ne sais plus si c'est monsieur et madame ou madame et monsieur. Enfin, ils ont tous les deux le même nom. Et donc, il propose, par exemple, trois pistes pour essayer de développer les obstacles, enfin, essayer de surmonter les obstacles relativement classiques, améliorer le transfert. Parce que quand on dit que l'IA peut renverser la table, c'est comment est-ce que je mesurerais en fait le niveau d'engagement comment est-ce que cette production écrite ou cette défense d'une production sur une base de production écrite est vraiment le fruit d'un effort qui a été produit, si je reprends encore une fois les propos de notre collègue à Liège, comment est-ce que ça traduit vraiment l'engagement de l'étudiant, cette affaire-là? C'est pas tout à fait évident. Il y a aussi un élément extrêmement important à discuter avec les étudiants, et je pense qu'ils l'ont assez bien compris. Il y a des différences de perception entre les profs et les étudiants sur l'usage de ces outils, mais ils sont quand même tous d'accord pour dire qu'il y a quand même une illusion de profondeur explicative. Waouh, c'est formidable, qu'est-ce que ça écrit bien. Alors tous les profs ont dit, nous on a vu un niveau linguistique qui tout d'un coup a grimpé comme ça pour les étudiants. Alors sur le ton de la confidence, les profs ils vous disent, mais des mémoires ennuyants à lire, des mémoires qui se ressemblent au niveau de la structure, ça fait tellement longtemps qu'on en lit. Alors si ce truc-là est assisté par l'IA, pourquoi pas? Mais alors ça veut dire qu'on revoit la pondération sur ces questions-là et on pose en question sur autre chose. Et alors, du coup, le mémoire devient vraiment intéressant. Peut-être qu'en fait, quand on discute avec les assistants chez nous en bio-ingénieurs, je ne sais pas comment les profs ont réagi, mais les assistants, j'ai fait la petite souris dans une de leurs séances de travail l'année dernière, et ils nous disaient, nous, en fait, on prônerait carrément la revue du mémoire, et si on pouvait aller vers un mémoire qui serait plutôt un mémoire réflexif, un mémoire de production en termes d'engagement sur des activités dans la société, quelque chose qui soit complètement contextualisé, qui soit porteur de sens, plutôt que de faire une revue de la littérature très blablabla, et en plus assister avec ces outils-là. Et en plus, sinon, on doit aller vérifier, parce qu'il y a des étudiants qui pensent que les assistants doivent vérifier les sources qu'ils ont trouvées sur Internet. Ça devient le monde à l'envers, quoi. Donc il faut faire bouger les lignes. Et franchement, il y a plein de gens qui sont déjà occupés à travailler là-dessus. Et aussi entraîner les étudiants à évaluer de manière critique les propositions qui sont faites. Je pose très rapidement, si vous voyez aller plus loin, il y a l'article qui est référencé. Mais donc l'idée, c'est de donner un rôle de critique aux personnes étudiantes en disant voici toute une série d'exemples qui ont été générés. Comment est-ce qu'on peut discuter des exemples qui ont été faits? Est-ce qu'ils sont corrects ou pas?
sur des questions éthiques. Il y a toute une série de démarches ou d'étapes qui pourraient être faites. Est-ce que les étapes sont correctes? Est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? Est-ce qu'il y aurait des choses à apporter? Et donc on ne va plus tellement discuter de la production originale de nos étudiants, mais ce qui serait original, c'est que les étudiants discutent de la réponse qui a été faite. Et peut-être pas en étant assisté de l'ordinateur, en le faisant dans un auditoire surveillé, là pour le coup. Mais on serait dans un autre registre. Ou alors si on le fait en autorisant l'usage de l'ordinateur, il y aurait une petite note explicative qui dit voici en particulier sur ce point-là et ce point-là les manières dont j'ai pris distance en référence au modèle. Oui, c'est un autre type de mission qui est demandé aux étudiants. Voilà, ça c'est pour le travail en profondeur. Et donc là, l'exemple, je pense, vous l'avoir déjà donné. Alors j'en arrive à la fin, rassurez-vous. Les enjeux sociétaux, ils sont quand même extrêmement importants. Là, je me suis permis de prendre, je ne suis pas sûr d'avoir le droit de prendre juste un slide, mais la source est citée, donc allez voir, et pour ceux qui ont la chance d'avoir des contacts rapprochés avec les IT, ils ont des ressources extrêmement intéressantes. Et là, je me suis permis de leur prendre juste ce slide-là, sur les inquiétudes sur la consommation d'eau, par exemple. Vous savez qu'à chaque fois que vous posez une question à ChatGPT, une série de questions, hein, en fait, ça, pour refroidir les systèmes qui ont permis de faire tourner cette affaire-là, d'après les sources citées par ISIT, ça consommerait, alors l'eau ne disparaît pas, hein, vous savez bien comment ça fonctionne, c'est un grand cycle, mais pour refroidir le système, c'est l'équivalent d'un verre d'eau, pour juste refroidir l'affaire. Ça veut dire que l'eau étant déjà une ressource extrêmement importante, si on la mobilise en plus pour refroidir ces systèmes-là, juste pour vérifier la qualité de son orthographe et ces choses-là, alors qu'il y a des outils comme Antidote, un outil canadien en l'occurrence, qui est remarquable, qui vous fait dans ces nouvelles versions une assistance avec intelligence artificielle embarquée dans l'ordinateur, et vous avez en local quelque chose de moins consommateur et qui vous fait un travail remarquable au niveau de la correction orthographique et de votre style, etc. D'accord ? Donc quand on entend dans certaines directives dans les écoles, on autoriserait et on ne demanderait pas justification aux étudiants d'utiliser les outils d'IAG quand ils s'en servent comme un outil de correcteur orthographique ou grammatical, on aurait envie d'ajouter en l'absence de toute autre solution plus responsable au niveau écologique, juste pour faire ce genre de choses, quoi. Donc on commence à avoir des données, on commence à avoir des articles qui apparaissent sur le niveau de correction qui peut être fait, sur la consommation que ça apporte. C'est assez évident qu'il faudra adresser cet enjeu. Il faudra en parler à nos étudiants aussi. Et on sait que c'est un enjeu qui est important pour eux. Donc voilà, je crois qu'il faut outiller et donner les sources intéressantes par rapport à ça. Ceci, c'est une ressource qu'on discute parfois avec les enseignants. L'idée étant de dire, si vous voulez aller le voir, je peux vous renvoyer vers les sources plus précises. À gauche, on a la fameuse pyramide, monsieur Benjamin Bloom, là. On espère que c'est la version révisée, voilà, qui part des connaissances de base, hein, mémoriser, comprendre. On commence à grimper, appliquer, etc., jusqu'à créer, faire face à des situations nouvelles. Et donc, il y a des capacités de l'IA générative par rapport à ce genre de choses. Il est très bon pour se souvenir, il est très bon pour aller chercher des sources. Tu as donné de nombreux exemples. Il est peut-être moins bon pour monter dans les niveaux d'évaluation ou d'analyse. Il est peut-être moins bon pour aller sur des situations authentiques. Et donc, la colonne de droite propose une série de pistes pour des compétences humaines distinctives, qui sont peut-être des pistes qu'on pourrait explorer pour revisiter les formes d'évaluation avec les étudiants et les étudiantes, tout en tenant compte aussi, et dans le contexte de l'enseignement supérieur, c'est très prégnant, quand on a en face de soi plusieurs centaines, voire un millier d'étudiants, il faut aussi tenir compte de cet élément logistique, avec parfois juste un enseignant face à toute cette masse d'étudiants et qui légitimement aimerait bien avoir quelqu'un derrière son épaule, comme l'image que je vous montrais là tantôt, pour venir lui faire du conseil personnalisé, quoi. Donc voilà un petit peu. Et pour conclure, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais ceci, c'est juste un schéma que j'ai emprunté à Alexandre Lepage, qui a fait une publication récente avec Norman Roy entre Laval et Montréal. Ils ont conclu sur une revue de littérature en remontant depuis les années 70 jusqu'à maintenant, en se disant, dans les sociétés des technologies éducatives, depuis plusieurs dizaines d'années, qu'est-ce que les outils de EdTech cherchent à faire aux solutions alors, en fait, dans une approche ergonomique, en fait, on se dit, tiens, on va décomposer les tâches, hein, et on a eu de nombreux exemples, hein. Je vais écrire un mail, souvenez-vous de la journée, là, je me lève, je prends mon café quand même, et puis je termine ma journée merveilleusement, je lui dicte le message qu'il doit envoyer à ma collègue néerlandophone. C'est extraordinaire. Et donc, il y a différentes formes d'interaction qu'on peut avoir et qui vont vraiment nous rendre du service. Moi, la question que je pose, c'est, est-ce que ça va me permettre de rentrer plus tôt pour chercher mes enfants? Est-ce que ça va me donner plus de temps pour discuter avec mes collègues? Est-ce que ça va me donner du temps pour m'occuper des autres, de la planète, etc. Ou est-ce que ce sera pour faire toujours plus vite, toujours plus fort? Moi, à titre personnel, c'est pas vraiment ça dont je rêve, même si je sais qu'on est tous en recherche de gains de productivité.
Il y a peut-être l'occasion de rêver. Il y a d'ailleurs des entreprises qui pratiquent le télétravail. On est dans un centre de coworking ici. Et les entreprises de télétravail qui, lorsqu'elles utilisent l'IA, sont plutôt favorables à réduire en fait le temps de travail et aller vers la journée des 4 jours, la vraie journée des 4 jours, pour le même salaire. Ça fait rêver, ça. Moi, ça me fait plus rêver que de me dire je vais en faire plus et je termine ma journée en lui dictant. Pardon, hein, je sais que c'est pas toi qui l'a inventé complètement, mais je trouve que c'est des vraies questions d'usage. Et donc, ça renvoie à l'agentivité. Qu'est-ce que je veux faire, non pas de l'IA, mais qu'est-ce que je voudrais faire à l'IA ? Quand ça permet de manipuler des données pour faire de l'orientation, quand ça va décider de l'avenir d'un élève ou d'un étudiant, est-ce qu'on comprend l'algorithme qui est derrière ? Est-ce qu'on est capable de justifier le choix qui a été fait ? Quand je donne du feedback, si je fais du copier-coller mais qu'il a écrit à peu près n'importe quoi, et même quand on travaille avec des sources, il y a une certaine capacité à divaguer. Récemment, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis là-dessus en disant il semblerait qu'à un moment donné, on ne comprenne plus très bien ce que l'IA a fait elle-même. Et même si on lui demande de travailler sur des sources authentiques, elle est quand même capable de faire un petit bout d'abstraction, comme ça elle part en sucette sur un petit morceau. Donc si on la considère comme un assistant, je pense qu'il n'y a pas de souci. Si on la considère comme un collègue bienveillant, toujours poli, toujours présent, c'est bien, mais si on la considère comme un outil du copier-coller, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Et puis il faudrait surtout essayer de se mettre en route dès maintenant, mais à un rythme que personne n'a demandé, surtout après tous les événements qu'on a vécus, se dire, ok, waouh, et puis maintenant, ce fameux sujet de l'évaluation, là, le monstre du Loch Ness de l'éducation depuis tellement longtemps, là maintenant, il faut vraiment accélérer le rythme sur cette affaire-là. Et là, c'est sûr que nos institutions, on n'a pas forcément la rapidité du petit navire souple sur les vagues, on est sur des gros paquebots, et donc il faut arriver à embarquer tout le monde là-dedans, dans un système de confiance où on autorise l'usage ou pas, et on prépare nos étudiants à en faire un usage critique et responsable. Voilà pour terminer. Merci beaucoup. Merci Pascal.